Bonsoir à tous, bienvenue au Théâtre de la Commune pour une nouvelle édition de Contre-courant, l'émission que j'ai la joie d'animer avec mon ami Alain Badiou depuis 2013. Ce soir, après Thomas Piketty en novembre dernier, nous recevons un des acteurs les plus remarqués du combat en cours contre la réforme des retraites, Anas Kazib. Bonsoir. Bonsoir. Anas, vous êtes cheminot, pour ceux qui vous ne connaîtraient pas encore. Vous êtes aiguilleur à la gare de Triel-du-Bourget, pour être plus précise. Vous êtes militant Sudrail, vous êtes militant au NPA et membre du collectif Révolution Permanente. Courant Révolution Permanente, qui est une des tendances du NPA. Voilà. Vous êtes donc une des figures les plus médiatiques de cette grève, la plus longue même de toute la Ve République, même si son destin est bien sûr incertain à l'heure où nous parlons, et si certains en prédisent déjà le chant du cygne. Le pouvoir est-il en train de gagner le bras de fer, ou sommes-nous au contraire dans ces moments d'apparente accalmie qui précèdent les grandes bourrasques? Quelle pourrait être l'étincelle qui mettrait le feu à la plaine? À quoi ressemblera la prochaine révolution dans 6 mois ou dans 6 ans? Tels seront les nombreux sujets de la discussion de ce soir. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent que nous sommes actuellement sur le site de QG, qg.media. Donc si vous souhaitez nous retrouver sur le site de QG, vous allez dans la section en live, vous cliquez en haut à gauche de la page. Nous sommes aussi en live sur Facebook, le Facebook de QG et le Facebook du Théâtre de la Commune qui nous accueille une fois de plus ce soir. Mais tout de suite, nous passons au débat. Et tout d'abord, Anas, j'ai envie de vous demander quelle est la situation sur le front de la lutte. Ce matin même, sur le site du journal Le Monde, on pouvait lire le titre suivant « Le texte sera adopté, sauf coup de théâtre révolutionnaire ». Que peut-on espérer dans les semaines à venir ? Déjà, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voulais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité. C'était toujours un plaisir de discuter, de débattre sur QG. En toute honnêteté, je voulais faire tout d'abord une salutation très rapide aux différents camarades du Théâtre de la Commune, parce que beaucoup m'ont sollicité, etc., sur ma venue, ma présence ici. Moi, c'est avec plaisir que je viens de discuter et débattre avec Alain Badiou et d'être dans un cadre aussi magnifique comme ce théâtre-là que je ne connaissais pas. Donc voilà, je voulais leur transmettre mes salutations, également de remercier Aude de m'inviter dans cette émission. Pour moi, oui, le sujet de la grève, il est loin d'être refermé, même si on est dans une période soit de reflux, soit où certains disent on a besoin de récupérer notre souffle ou de reprendre notre souffle. Moi, je considère que je ne suis pas essoufflé, que malheureusement, on est obligé un petit peu de devoir retrouver des forces financières, parce qu'on est rattrapé par la réalité. C'est celle comme moi je dis, celle du frigo, celle de l'assiette qu'on laisse, ce qu'on met dedans pour nos enfants, et que une grève illimitée faite d'amour et d'eau fraîche, c'est sympa, c'est romantique, mais c'est difficile à faire, et qu'il faut armer stratégiquement et outiller les grévistes pour pouvoir tenir. Donc voilà, il y a eu un combat de plus de 50 jours. Moi, personnellement, je crois que j'ai fait jusqu'à 56 jours. Il y en a d'autres qui ont tiré un peu plus, une semaine après. Mais effectivement, la grève reconductible, telle qu'on a pu la connaître à la RATP, la SNCF, s'est arrêtée. Le champ des possibles est encore devant nous, notamment avec le gouvernement, où on voit, ne serait-ce qu'avec l'affaire Griveaux, est complètement fragilisé dès qu'il y a quelque chose qui bouge chez eux. Donc on voit que tout est encore possible, quoi. Alors, le 2 janvier dernier, vous déclariez qu'à partir du moment où les grévistes avaient déjà sacrifié un mois de salaire, ils ne rentreraient pas chez eux. Je vous cite, une main devant, une main derrière. Est-ce que vous êtes encore dans cet état d'esprit de combativité ? Oui, je suis encore dans cet état d'esprit. C'est que les salariés, ils ont, au fur et à mesure de la grève, ils ont commencé à prendre conscience des difficultés. Moi, je me rappelle les premiers dépôts dans lesquels j'allais de la RATP ou dans lesquels j'étais invité. Je commençais notamment à parler des questions de caisse de grève, de commencer à armer un peu stratégiquement
politiquement aussi les camarades en leur disant ne banalisez pas l'auto-organisation des travailleurs, ne banalisez pas les assemblées générales, ne banalisez pas les caisses de grève, parce que peut-être que l'argent n'est pas votre prérogative première après le troisième ou le quatrième jour. On peut l'entendre, quoi. Quand on est à 95 ou 100% de grévistes, sa préoccupation, c'est pas de se dire commencer à récolter de l'argent, notamment que la question de la caisse de grève, elle est souvent mise en opposition avec la question de la grève par procuration, de se dire est-ce que si je demande la solidarité, est-ce que ça veut dire en fait que j'accepte que tu ne fasses pas grève? Et donc il y a beaucoup d'interrogations qui venaient à l'esprit des grévistes, mais moi en tant que militant révolutionnaire, mais avec aussi l'expérience du terrain à travers le syndicalisme, je sais qu'un mouvement dur, une grève illimitée, à un moment donné, il va y avoir la croisée des chemins, celle de la fiche de paye, qui ramène tout le monde à la réalité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut encore tenir? Est-ce qu'on peut encore pousser le curseur? Donc, ouais, dans la tête encore des grévistes, ils n'entendent pas rentrer une main devant, une main derrière. Moi, j'ai jamais vu autant de détermination à essayer de revenir, sauf que tout le monde est convaincu d'une chose, c'est que les transports publics seuls ne gagneront pas. Que seul, on ne gagnera pas uniquement, même avec une grève très forte. Elle a été très forte à la RATP, à la SNCF. Personne ne pourra le nier. Mais que face au macronisme, face au néolibéralisme, aujourd'hui le cœur même du néolibéralisme, c'est la fin de l'État-providence, c'est notamment des services publics, c'est d'essayer de se farcir réellement les services publics. C'est pour ça que, par exemple, on a vu avec quelle aisance ils ont cédé des clauses du grand-père aux stewards, au ballet de l'opéra et autres, et qu'ils n'ont même pas tenté de le faire, ne serait-ce qu'à la RATP, la SNCF ou à l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale aussi, c'est le cœur de la politique en fait néolibérale, c'est-à-dire qu'ils préfèrent leur donner à minima quelques augmentations salariales plutôt que d'essayer d'envisager de leur donner une clause du grand-père comme voulait le faire au début le gouvernement. Donc, c'est pas suffisant. Et la politique, je pense, à venir, ça va être celle de la jonction de l'ensemble des secteurs forts du mouvement ouvrier, nos camarades raffineurs, de l'énergie, les égoutiers et autres, mais également la jeunesse. On attend que la jeunesse puisse, parce qu'elle a toujours cette force, cette explosivité en fait à rendre une mobilisation ouvrière en une mobilisation politique. Et je pense également la question du programme, que le retrait simple de la réforme des retraites ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Je pense que l'une des forces des Gilets jaunes, et je pense peut-être on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que les Gilets jaunes ont mis très clairement la question de la démission du gouvernement. Et que moi, en tant que militant, enfin oui, si on retire la réforme des retraites, ça reste encore Macron derrière, ça reste encore un gouvernement néolibéral, ça reste potentiellement le gouvernement qui a le plus de chances d'être réélu en 2022 si d'ici là il ne se passe rien d'autre, et que les perspectives que je veux pour mes enfants et moi, c'est pas un éternel recommencement en fait d'une discussion entre Macron et Le Pen et des réformes où on sort tous les 6 mois, tous les 1 an à courir à chaque fois, à essayer de récupérer les bouts de chandelle. Et je pense qu'il va falloir passer à un moment donné le cap à l'offensive, d'arrêter de se défendre, de commencer à revendiquer. Alors Badiou, comment est-ce qu'on peut être dans une situation où après plus de 50 jours de grève, rien n'a été lâché? Je voudrais d'abord dire qu'il faut rendre un certain hommage à tout ça. Il faut quand même le saluer comme un épisode, je ne dis pas salvateur, effectivement, c'est tout un problème, mais comme un épisode populaire, gréviste, acharné, qui met à l'ordre du jour, on va discuter de ce point, ce que peut être une victoire dans le temps présent, ça c'est à mon avis une question clé, et qui tout de même nous sort du marasme, de la confusion dans lequel la politique proprement parlementaire tentait de nous conduire. Donc ça, c'est le premier point. Alors après, moi, la question que j'aimerais poser, et à vous qui êtes un acteur essentiel de toute cette affaire, c'est, dans la foulée de ce que vous dites précisément, cet élargissement de la perspective. Cet élargissement de la perspective, vous dites qu'il est nécessaire à un moment donné. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'un mouvement de cet ordre ne peut pas indéfiniment stationner sur une revendication précise et unique. Il faut, pour qu'il s'élargisse, qu'il ait aussi une vision plus générale de la situation et de ce qu'il revendique. Et alors, je me demandais, de ce point de vue-là, si l'exemple que vous preniez était bon, parce que, en vérité, non à Macron, c'est également négatif. C'est ça le point. C'est-à-dire ce qui est commun à non à la loi des retraites et à non à Macron, c'est qu'on n'est pas encore dans le domaine d'une proposition affirmative réelle.
Et ça, il me semble tout de même qu'il faut méditer ce point en bilan de tous les mouvements qui se sont succédés, qui est que, au fond, la faiblesse d'un mouvement vient aussi, non pas évidemment de ses nécessités tactiques, d'épuisement, de relance, tout ce dont vous avez parlé, mais elle vient aussi, à mon sens, de ce qu'il y a un primat de la négation. C'est-à-dire, là, ce qui fait l'unité du mouvement, c'est non à la loi des retraites, et l'élargissement dont vous indiquez, c'est non à Macron. Oui, mais non à Macron, dans la situation politique actuelle, ça veut dire oui à qui, en fin de compte? C'est ça le problème. Le problème, c'est d'avoir une proposition politique. Et s'il n'y a pas une proposition politique, il y a un moment où le mouvement social a besoin d'une proposition politique. Et cette proposition politique, elle ne peut pas être strictement négative, parce que si elle est strictement négative, elle ne fait que prolonger, que élargir, au fond, le mouvement proprement revendicatif. Et alors moi, ce qui me semble, c'est que le mouvement est arrivé au point, et vous le disiez en un sens, que le mouvement me semble arriver au point où il faut méditer et discuter tout ça dans un cadre collectif peut-être renouvelé. Peut-être des assemblées transprofessionnelles, peut-être des rapports entre jeunes étudiants et ouvriers, comme j'en ai connu moi-même dans l'époque glorieuse de mai 68 et de ses conséquences, peut-être des propositions idéologiques aussi larges, novatrices, le fait qu'on s'en prenne explicitement au noyau dur du capitalisme, après tout. Hein. Parce que Macron, c'est aussi un processus ininterrompu de privatisation, c'est-à-dire c'est aussi un processus de destruction du service public et plus généralement de destruction de tout ce qui peut apparaître comme une propriété collective ou un bien populaire. C'est son programme affiché, Mais alors, même là, si on dit on ne veut pas de ça, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on veut? Et ça me semble être quand même une question qui est subjective finalement, idéologique, programmatique aussi, qui va décider en partie de l'avenir de tout ça. Enfin, voilà une question que je voulais vous poser. Bien sûr, sur la revendication du nom de Macron, elle est pas suffisante. Mais déjà, elle pose, comme on dit, la question de qui est le maître de la maison, qui doit être le maître de la maison. Je crois que c'était Lénine qui parlait de ça, ou Trotsky, parce qu'elle porte la question politique, en fait. Si on met des revendications, en fait, qui sont partielles, mais qui sont le partiel du partiel, parce que c'est ça, en fait, un retrait d'une réforme. Enfin, moi, je considère que déjà, le système des retraites actuel n'est pas suffisant. Moi, je me satisfais pas en tant que travailleur de partir avec les 6 meilleurs mois de salaire et que d'autres partiraient avec les 25 les meilleures années de leur carrière, qu'il y a un équilibre à trouver, que je considère que mon camarade qui est prolétaire dans une entreprise de bâtiment qui porte des sacs de ciment mérite mieux que de partir à la retraite à 64 ans. Et que pour ces travailleurs-là, en l'occurrence, partir sur une grève illimitée uniquement pour obtenir le retrait d'une réforme qui les renverra au final, in fine, à un système de retraite qui déjà est plutôt injuste, moi je considère qu'il faut plus. Après oui, effectivement, je sais pas, nous on pensait par exemple, moi en tant que cheminot, moi je considère que par exemple l'ensemble à minima des entreprises de transport, de l'ensemble des transporteurs qui déplacent quelqu'un d'un point A à un point B devraient être régis par le même statut, devraient avoir la même protection. Je pense que si le chauffeur de bus du Havre, de Transdev, de Keolis ou d'autres à Toulouse ou à Bordeaux, si on pouvait lui dire, écoute, nous on se bat pour le retrait de la réforme, mais on se bat aussi pour que l'ensemble des travailleurs du transport ils soient sous le même statut, avec les mêmes conditions de travail et de salaire, je pense que le travailleur, le chauffeur de bus du Havre, qui aujourd'hui est salarié du privé, s'il se dit, bon, je peux retirer la réforme, en plus de ça, je peux obtenir un peu plus que mon système actuel, ça motiverait beaucoup plus. Les gens n'ont pas envie de se battre et de s'épuiser en fait dans des grèves à rallonge avec très peu de perspectives en fait, parce qu'aujourd'hui, la démonstration aussi de ces 50 jours de grève, moi je me satisfais pas d'un record. Il y en a beaucoup qui parlent des 5. Moi, si je pouvais gagner en une journée, ça me m'irait très bien. Parce qu'en une journée, ça montrerait d'une part à quel point la bourgeoisie, en réalité, a peur et
préfèrent céder plus rapidement et qu'en fait aujourd'hui, même s'il y a des craintes au niveau du gouvernement Macron, on voit à quel point leur cuir c'est un peu plus endurci et qu'ils sont prêts ils ont ce fameux bloc bourgeois qui les soutient de manière plus forte et qui est prêt à concéder très tardivement des concessions, vraiment après avoir bloqué les premières concessions qu'ils ont commencé à faire à la RATP, la SNCF, c'était après quasiment une vingtaine de jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bourgeoisie est prête à rester 20 jours sur des grèves où il y a quasiment 90% des conducteurs de métro en grève. Ça montre qu'on ne peut plus se satisfaire uniquement de tirer des grèves à rallonge pour un minimum de rendement, c'est-à-dire juste un retrait d'une réforme. Donc oui, Macron démission, je suis entièrement d'accord, et ça c'est toujours un peu l'interrogation, c'est qui on met derrière. Mais je pense que déjà, si les gens portaient comme revendication en fait le fait que le gouvernement et le système politique représenté par Macron a dénoncé, ça permettrait, je pense déjà à l'ensemble de notre classe, de pouvoir commencer à envisager et discuter sur le fond. Mais si en fait on s'arrête uniquement à la réforme et qu'on dit il n'y a rien d'autre à discuter, il n'y a rien d'autre à négocier, ça serait difficile pour pouvoir entamer un programme réel ou un programme, moi je l'aimerais révolutionnaire, quoi. Mais bon, si on s'arrête à la réforme des retraites, c'est encore pire que ne pas demander la démission de Macron, quoi. Oui, on ne peut pas encore dire tout le pouvoir aux soviets. Oui, exactement, je suis d'accord, on en est loin, on en est loin. C'est dommage, d'ailleurs, c'est dommage. On va revenir à la question de l'objectif politique à terme de plus grande ampleur, mais pourquoi, selon vous, le blocage de l'économie n'a pas déjà eu lieu ? Je pense notamment aux raffineries que tout le monde attend depuis longtemps. Pourquoi on n'a pas réussi à élargir le nombre de secteurs en lutte ? J'ai pas de recette miracle ni de boule de cristal pour savoir qu'est-ce qui s'est fait ou autre. Je vais vous prendre par exemple les camarades raffineurs de Grand Puy avec qui on a discuté. Où en vérité, vous allez voir le lien très rapide avec la question des revendications. Le Total menace les raffineurs de fermer 2 raffineries sur, je crois, les 8 qui existent en France. Ils leur disent, c'est simple, le premier qui ferme boutique ne réouvrira pas. Donc moi, je comprends mon camarade raffineur qui se dit, bon, partir dans une grève qui risque de me ramener à la porte licencié, ça me semble un peu difficile pour eux de commencer à l'envisager. Ça, c'est réel. C'est-à-dire que la préoccupation, et c'est pour ça que, par exemple, ils n'ont jamais coupé totalement en fait, les raffineries. C'est le chantage à l'emploi. C'est le chantage à l'emploi d'une part. La deuxième chose, c'est que moi, je considère que le rôle des confédérations syndicales a été mauvais dans ce plan de bataille. Martinez, pour le citer lui, fin novembre, il fait une interview à Sud Radio où il dit « Si le gouvernement le souhaite, il peut ne pas y avoir de 5 décembre ». Donc préparer une grève avec la lance à incendie, comme on dit. C'est essayer de l'éteindre avant même que le feu n'existe. C'est un problème de fond. Parce que pendant 3 mois, en fait. Monsieur Alain Badiou, le la de l'être, sur Internet, vous le faites descendre ici, vous invitez les gens du la et on en discute. J'en ai plusieurs. Monsieur Stigler, Monsieur Badiou, Monsieur Ergan, etc. Le la de l'être, c'est maintenant. On s'appelle ? Merci. Voilà, une petite interruption. Je crois que monsieur a fini son intervention. Anas, c'est à toi. Voilà, je disais le rôle des confédérations a été très particulier, enfin, et même pour certaines condamnables. Enfin, quand on voit par exemple le rôle de la CFDT, on ne peut pas nier le rôle de la CFDT, notamment dans la question d'essayer d'appeler à la trêve, d'essayer de se satisfaire de l'âge pivot en disant oui, on a obtenu un recul, et d'essayer systématiquement de fragiliser, de morceler en fait le front de lutte. Et ça, pour moi, c'est important. Lorsque vous voyez que le 5 décembre, mis à part la RATP, la SNCF et l'éducation nationale, aucun autre secteur n'est en grève reconductible. On n'appelle pas ailleurs. Vous regardez le tract de l'intersyndicale, c'est un appel à une grève de 24 heures.
On n'appelle pas, ce n'est ni un appel à la grève reconductible, ni un appel, encore moins un appel à la grève générale. On appelle à pas grand-chose, en fait, à une journée de 24 heures. Et puis après, rebelote le 12. Et le 12, on fait la même chose. Et puis le 19 décembre, on a Philippe Martinez qui vient au micro sur le perron de l'Élysée, de Matignon, et qui dit « Rendez-vous le 9 janvier ». Donc vous imaginez, pour nous, c'était la douche froide d'entendre qu'en fait, après 20 jours, on nous donnait entre le 19 et le 9 janvier, même si on ne dit pas le mot trêve, c'est quand même une trêve, en fait, de laisser les gens 20 jours errer. Ça veut dire quoi? Vous donnez aucune perspective, en fait. Il montre à quel point qu'il n'y avait aucune envie de la part des confédérations syndicales de tenter d'élargir, de tenter de gagner. La question financière est désastreuse, ne serait-ce que si vous prenez les adhésions. Si on prend ne serait-ce que les adhésions, par exemple, d'une confédération comme la CGT et Force ouvrière. À L2, elle revendique environ 1,2 million de militants. 1,2 million de militants. Si vous prenez, ne serait-ce que sur le mois de janvier, de dire sur les cotisations, on va prendre 10 € de ces cotisations-là et on va les donner pour les grévistes. Mais vous avez 12 millions d'euros, en fait, qui sont donnés tout de suite à l'ensemble des grévistes qui ont lutté. Et c'est quelque chose qui serait extraordinaire, en fait, pour pouvoir tenir une grève. Donc moi, je m'étonne qu'on attende de la part de militants de la base, de grévistes à la RATP pour qui il n'y a jamais eu de mobilisation, c'est la première, d'essayer de se débrouiller. Voilà, débrouillez-vous, on ne vous donne pas de tradition d'AG, on ne vous donne pas de tradition de piquet de grève, pas de tradition de caisse de grève, débrouillez-vous entre vous, et puis on attend de voir comment, par magie, vous allez vous organiser. Et ça, c'est un problème, parce qu'il y a très peu de syndicats qui déjà discutent entre eux, donc il n'y a pas de coordination. Nous, on l'a essayé en tout cas de le faire à la base cette fois-ci. C'était à minima au mois de décembre de faire une coordination RATP-SNCF qui a eu le mérite et le rôle d'essayer de tenir la grève au moment justement de la trêve des confiseurs, comme on dit, d'essayer de justement bouger les choses, d'aller au siège de la République en marche. On est rentré dans les locaux de la CFDT pour dire que nous, on était contre la négociation de la régression sociale. Moi, il y a une citation que j'ai trouvée comme ça. Je disais, on n'a pas besoin de bergers dans la grève parce qu'il n'y a pas de moutons. Et c'est une réalité, il n'y a pas de moutons parmi les grévistes, donc on n'avait pas besoin de Laurent Berger et encore moins d'essayer de nous faire croire que ce semi-recul très très encadré de l'âge pivot était une victoire et qu'en fait il fallait cesser le mouvement. Donc il y a plein de choses. Il y a du chantage à l'emploi, il y a une envie de pas vraiment y aller, une envie d'espérer peut-être que la RATP, la SNCF, ça suffira. Et moi, je pense qu'il y en a qui ont pensé, très honnêtement, il y en a qui ont pensé que la RATP, la SNCF mobilisée de manière forte. Ah oui, clairement. Oui, mais alors justement, c'est aussi là un problème que je voulais soulever. Quelle est votre interprétation de cette pusillanimité, de cette reculade, etc., des appareils syndicaux pratiquement dans leur ensemble? C'est quand même une question, ça aussi. C'est-à-dire que vous dites là, dans un premier temps, qu'on peut élargir le mouvement avec des mots d'ordre négatifs plus vastes, comme par exemple là-bas Macron, pour prendre l'exemple des Gilets jaunes, et vous êtes en train de dire que l'encadrement organisationnel syndical est de toute évidence déficient au regard de la conjoncture. Mais il faut expliquer les deux points. C'est-à-dire que le premier, Macron, vous l'expliquez quand même à partir d'une sorte de maintenance de l'organisation parlementaire du pouvoir. Si vous dites « ah bah Macron », vous êtes coincé parce que ça va vouloir dire électoralement qui, quoi, comment, etc. Et ce sera très difficile pour vous de le dire. Et pour la critique du syndicalisme, c'est la même chose. Je dis ça en vieux briscard de la chose, parce qu'en 68, 69, 70, les syndicats ont été une des cibles du mouvement, à vrai dire. Il y a eu des épisodes très fameux, comme le fait des autorités syndicales suprêmes de la CGT arrivant à Renault pour présenter un accord, et que cet accord a été sifflé et repoussé par les ouvriers en grève. Donc la critique du syndicalisme, ce n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, Lénine disait que le trade unionisme, on l'appelait comme ça, le syndicalisme, c'était d'une certaine manière une figure de collaboration, implicite et cachée, mais que c'était une figure de collaboration. Alors là, ça renvoie à ce passage, en quelque sorte, du mouvement singulier, qui a ses objectifs propres, ses rythmes propres, à une généralité nécessaire pour qu'il franchisse une nouvelle étape. Au fond, d'un point de vue organisationnel, qu'est-ce que vous auriez en tête si, en réalité, les organisations syndicales sont largement déficientes, comme vous le dites? Il y a un problème de fond. Moi je considère qu'il y a la nécessité d'avoir des outils syndicaux. C'est-à-dire que je pense que croire qu'on peut
on peut lutter, on peut faire grève, on n'a pas besoin d'être adhérent d'un syndicat pour faire grève. Mais de penser qu'en fait on pourrait fermer les yeux et faire fi un peu du rôle des confédérations syndicales, c'est nier totalement l'évidence en fait que c'est eux qui ont les micros. Enfin moi je suis pas invité chez Jean-Jacques Bourdin à 8h30 pour dire quels sont les mots d'ordre et quand est-ce que j'appelle à la grève. Je peux pas aller déposer un parcours de manifestation. Donc quoi qu'il arrive, même s'ils ne tirent pas dans le sens que souhaiterait la base, ils sont capables aussi encore de mettre des bâtons dans les roues. Et je pense que on a quand même beaucoup dit que les centrales, la bureaucratie syndicale avait perdu le contrôle des bases. On a parlé de gilet jaunisation, etc. Selon vous, c'est à moitié vrai? Il y a un effet gilet jaune. Après, il faut voir ce qu'on met derrière l'effet gilet jaune parce qu'on n'a pas tous la même interprétation. Moi, je considère que l'effet gilet jaune, c'est surtout au niveau de la nature sociologique, en fait, de secteurs en fait, qui se mobilisent. Mais pas seulement, aussi au niveau de la radicalité des actions. Oui, après, je ne pense pas que ce soit les gilets jaunes qui ont inventé la radicalité, mais c'est vrai qu'ils ont apporté... Ils l'ont réimporté dans le paysage politique. Ils ont apporté une différence, c'est-à-dire la question où nous, on comprenait, parce que moi, j'ai été dans le mouvement des Gilets jaunes dès le démarrage, où on comprenait lorsqu'ils disaient asyndical qu'en fait, ils ne visaient pas nous, les petits syndicalistes, ils visaient en fait la question de celles et ceux qui négocient en fait derrière sur le dos de ceux qui luttent. Et ça, c'est assez louable. Oui, ça c'est repris, cet effet Gilets jaunes, il est repris aujourd'hui de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de défiance de plus en plus de la base vers le sommet en fait sur la question de la stratégie, sur la question en fait la question financière, où tout le monde voit, même le militant de la CGT qui milite, qui est dans la grève pendant 50 jours, oui, à un moment donné, s'il entend Martinez dire le 19 décembre, à l'année prochaine, on se retrouve le 9 janvier, oui, il va s'interroger et il sera moins conciliant, moins protecteur de l'appareil. Après, moi, je considère qu'on doit continuer à militer justement pour la souveraineté, en fait, des grévistes dans ces syndicats-là, en fait, de militer, en fait, pour que l'appareil, il ne soit pas tenu par une bureaucratie syndicale, mais que l'appareil, en fait, il serve comme outil, que cet outil syndical-là, en fait, il serve à la lutte, à la grève. Moi, je considère que des syndicats forts, on n'a pas grand-chose à gagner en réalité avec des syndicats faibles. C'était un peu votre question entre comment on voudrait élargir et en même temps d'avoir une faiblesse des syndicats. Moi, je considère que c'est une erreur, c'est un problème. Mais ce problème-là, il peut être dépassé par une force et une vivacité en fait de la base. Si la base en fait est en capacité de comprendre que son rôle, il est de sortir du corporatisme dans lequel les bureaucraties syndicales l'ont enfermé, mais qu'en même temps, il est aussi de nettoyer de l'intérieur en fait les organisations syndicales. Vous parliez de Lénine, mais par exemple Trotsky sur les textes qui disaient autour de la scission de la CGT et de la CGTU était vent debout en fait dans cette scission-là, à considérer que les camarades qui avaient scissionné devaient militer et batailler contre Léon Jouot et autres et d'essayer de ne pas laisser les réformistes entre eux en fait décider, parce que au final on voit qu'un appareil, si vous quittez la maison et que vous laissez l'ensemble du frigo, etc., toute la cuisine, le canapé, le salon, et puis vous dites, bon, moi, je vous laisse la maison parce que je suis plus heureux ici, bah oui, la personne, elle va la garder, et puis vous retrouvez dehors. Donc, ça nécessite discussion, réflexion, mais je pense qu'on n'a pas à gagner de syndicats faibles en tout cas, et je pense que cette faiblesse-là, elle est surtout liée à quasiment 20 ans de défaite, parce que si on prend 95, je laisse le CPE de côté, parce que je considère que pour avoir milité à cette époque-là dans la jeunesse, je considère que le CPE c'est surtout une force, une victoire portée par la jeunesse, mais sinon si on prend l'ensemble du mouvement des luttes sociales, depuis 95, il n'y a aucune victoire. Et qu'à un moment donné, oui, le syndicalisme se fragilise du fait de perdre. Parce que les gens disent, mais en fait, à quoi ça sert d'être syndiqué? À quoi ça sert votre grève? Moi, parfois, je vois des salariés qui te disent, laisse-moi tranquille avec ta grève. La grève égale la défaite, égale la perte d'argent. Et moi, j'ai pas envie de perdre de l'argent. Mais ça, on le comprend. Mais le problème, c'est que mon rôle à moi en tant que militant, c'est d'essayer de faire comprendre pourquoi on a perdu, de tirer les bilans. Et généralement, les confédérations syndicales, elles n'aiment pas beaucoup tirer les bilans. Ou sinon, le seul bilan qu'elles tirent, c'est de jeter la faute sur celles et ceux qui n'ont pas lutté. De dire non, on a lutté, responsabilité, elle est du côté de ceux qui nous ont regardé faire. Et moi, je considère que ceux qui appellent et ceux qui savent aussi appuyer sur le bouton pause, ils ont une grande responsabilité, en tout cas, dans la faiblesse des directions syndicales aujourd'hui. Oui,
je voudrais, vous m'excuserez avoir un petit temps d'agressivité comme ça. Je trouve qu'il y a un élément quand même étrangement conservateur, il y a une strate conservatrice dans ce que vous dites, au regard même de l'expérience. D'abord, si on prend la critique des syndicats, je l'ai dit tout à l'heure, la critique des syndicats, elle date du début du siècle dernier, elle a été majeure dans les événements de 68-69, et au fond, ce que vous nous dites là, c'est une stagnation au regard de tout cela. Même Trotsky, il soutenait une scission syndicale. Il soutenait la création d'un syndicat nouveau. Il ne contentait pas de dire il faut que la base pousse le sommet et le transforme. Donc, sur la question de l'organisation, je voudrais quand même vous interroger un peu plus radicalement. Parce que ce que vous dites, c'est tout de même qu'au niveau syndical, il y a aujourd'hui un défaut d'organisation adéquat à ce que pourrait être le mouvement. Puisque on entend ce que vous dites des syndicats, c'est toujours une critique très justifiée, très ancienne. Responsabilité du sommet par rapport à la base, négociation dans le dos de la base, etc., etc. Oui, d'accord, mais comment changer ce point? Vous dites que c'est le militant de base qui doit s'efforcer de le changer, j'entends bien, mais comment se fait-il que les structures dirigeantes soient à ce point statiques sur une très longue durée historique? Ça, c'est la première question que je vous poserai. Et je la crois liée au fait aussi que vous trouvez que le mot d'ordre que Macron s'en aille, Macron dégage, est un porteur possible de la généralisation ou du renforcement ou de la durée du mouvement, alors que ça veut simplement dire que vous acceptez quelque chose qui est interne au système parlementaire et électoral. Au fond, qu'est-ce que Macron? Macron, c'est le représentant de puissances qui peuvent très bien eux-mêmes le changer pour un autre. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. S'il y a une usure excessive de Macron, les vrais maîtres qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'oligarchie financière et économique qui dirige ce pays, le remplaceront avec plaisir même, parce qu'ils n'ont pas envie de multiplier les échecs, les bévues, les épisodes comme celui qui est en train de se passer, etc. Et donc, il me semble quand même que, c'est une question que je vous pose, il me semble qu'il faut définir quand même un cadre politique plus large et plus novateur que celui auquel on a affaire aujourd'hui. D'une certaine façon, aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Les organisations proprement politiques existent, mais sont très faibles. Les organisations syndicales existent, mais elles sont non pas seulement faibles, mais en partie suspectes dans leur conduite stratégique et tactique des mouvements. Et en face de ça, on a un système politique général dans lequel on travaille tout en devant le soupçonner de n'être pas grand-chose d'autre que ce que Marx en disait. C'est-à-dire, Marx, on l'interrogeait sur ce qu'il pensait du gouvernement français de l'époque, et il avait dit, comme tous les gouvernements aujourd'hui, ce sont des fondés de pouvoir du capital. Donc, ce n'est pas une création moderne, ça, le fondé de pouvoir du capital comme dirigeant du pays. Mais si c'est des fondés de pouvoir du capital, le fait de vouloir que celui-là change n'a pas beaucoup d'effet. Il faudrait plutôt s'attaquer au fait que les dirigeants du pays ne soient pas précisément critiqués en tant qu'ils sont des fondés de pouvoir du capital, ce qui voudrait dire aussi progresser en direction de revendications qui, au-delà des revendications, ont une portée stratégique concernant ce point précisément. Par exemple, je trouve tout à fait singulier qu'il n'y ait pas eu en vérité, y compris à la SNCF, de mouvements significatifs et de grande ampleur concernant les menaces de privatisation qui sont évidentes dans les réformes en cours et qui s'abritent derrière les législations européennes, produire la concurrence, etc. Il y a des gens aujourd'hui de l'oligarchie qui ont énoncé tranquillement qu'il fallait en finir avec la notion de service public. Ça peut se dire aujourd'hui, ça peut se dire ça. Il faut en finir avec la notion même de service public. Alors, il me semble que tout ça demanderait, ou demande, et c'est la question que je vous demande, est-ce qu'il ne faut pas un changement de la nature même du travail de ce que vous appelez la base, c'est-à-dire les militants véritables, pour pouvoir passer en réalité de quelque chose qui reste quand même interne aux structures existantes à quelque chose d'un tout petit peu élargi et qui ouvrirait en quelque sorte une brèche dans le dispositif dominant. Et ça m'amènerait aussi, ce sera mon dernier point, ça m'amènerait à essayer de caractériser dans les conditions du présent qu'est-ce que c'est qu'une victoire. Une victoire
de nous tous, là, une victoire de nous trois et d'une grande partie du public, et derrière eux de tous ceux dont vous parlez et qui sont effectivement les acteurs effectifs du mouvement. Une victoire, me semble-t-il, et il me semble qu'au début de votre intervention, c'est ce que vous disiez, une victoire, c'est plus que l'enlèvement d'une loi ou la suppression d'une loi. Une victoire d'un mouvement de cette ampleur, de cette durée, de cette consistance qui réclame de ses militants tant de dévouement, ne peut pas se satisfaire, vous l'avez vous-même dit, de retirer cette loi qui en plus n'est pas l'idéal de la question des retraites. C'est la vieille loi, je veux dire, la loi déjà existante. Et alors, ça m'amènerait à dire, au fond, comment vous définiriez, voilà, ce serait ma question synthétique, comment dans les conditions du présent vous définiriez quelque chose qui, au regard de ce qu'est le mouvement, de ce qu'il peut être, de ce qu'il peut porter, pourrait être considéré comme une véritable victoire, et non pas simplement, au fond, la neutralisation d'une défaite. C'est pas la même chose. La non-défaite et la victoire, c'est pas la même chose. Bon, là, vous avez un gros programme Anastasie, de comment réformer le syndicalisme et comment renverser le régime capitalo-parlementaire. Bon, déjà... Ça, c'est un peu trop synthétique. Enfin, bon, commençons par ça. Je citais tout à l'heure Trotsky, mais effectivement, enfin, quand on peut en sortir des tonnes, des citations de Trotsky sur le rôle de la bureaucratie syndicale. Il disait notamment que la bourgeoisie, elle a ses médias, sa justice, sa police, ses avocats, mais elle a également aussi son leader ouvrier, la bureaucratie syndicale pour aussi éteindre les... Vous pouvez lire même Où va la France, où il y a énormément de citations autour du rôle justement de la bureaucratie syndicale, de dire que enfin, le seul mot d'ordre qu'il disait à la base, c'était chut, chut, taisez-vous, pour essayer de faire le moins de bruit possible pour systématiquement essayer de louvoyer comme ça. Et oui, effectivement, souvent, on entend même parmi... c'est pour ça que la tradition et l'histoire aussi est importante, parce que souvent on entend, même parmi les nôtres aujourd'hui, dire oui, avant, les syndicats, ils étaient comme ceci, comme cela. Et c'est vrai que de temps en temps, même de rappeler les accords de Grenelle, à Billancourt, etc. Enfin voilà, ça permet aussi de rafraîchir, oui. Et parfois même redescendre dans l'histoire à 36 et de leur expliquer que oui, il y avait des manœuvres aussi bureaucratiques pour essayer de contenir le mouvement. Après, moi je considère que ça ne se fera pas en extérieur. Je considère également que, moi je ne suis pas anarchiste, donc je ne considère pas que le syndicalisme soit l'alpha et l'oméga, mais je considère que oui, effectivement, ce qui va pouvoir essayer d'être au-dessus de tout ça, c'est la question qui est pour moi est centrale, c'est celle du Parti révolutionnaire. Notamment, je parlais de Où va la France, mais à un moment donné, la situation, Trotsky dit que la situation dans le pays à ce moment-là est pré-révolutionnaire, mais que la direction du mouvement ouvrier est non révolutionnaire, et que justement, ça allait tendre à une situation qui est contre-révolutionnaire. Donc il avait déjà annoncé l'avenue de Pétain, entre guillemets, sans avoir le nom, à ce moment-là, justement, à travers le fait de la direction du mouvement ouvrier. Il disait la nécessité, en fait, que le mouvement ouvrier devait avoir à ce moment-là, c'était de se doter en fait d'un parti révolutionnaire, d'un parti ouvrier clairement défini, non pas d'un sorte de front populaire où il y avait les radicaux. On peut dire que c'est comme si aujourd'hui vous faisiez un front avec La République en marche ou le MoDem ou Bayrou. Vous imaginez vous un front révolutionnaire avec Bayrou ou Macron à l'intérieur pour décider des suites. Donc moi je considère que en tant que militant révolutionnaire, la tâche la plus importante qui est celle pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir à un moment donné un parti révolutionnaire digne de ce nom, que le mouvement ouvrier puisse se doter de ça, parce que sinon c'est quoi? Sinon on pourrait gagner des grèves, on pourra avoir même des syndicats forts, mais le problème c'est que pour pouvoir changer la situation clairement dans ce pays, c'est qu'il va falloir se doter d'une organisation en fait en capacité de pouvoir mener une révolution à son terme, de pouvoir pousser les choses et non pas uniquement des revendications partielles, parce que le rôle même d'un syndicat aujourd'hui, enfin ils le disent, c'est la charte d'Amiens et autres, c'est on ne fait pas de politique. C'est ça. Hein. Moi, la première fois que j'ai voulu commencer à parler, je n'étais pas militant politique ni quoi que ce soit. Les premières fois où je voulais parler un peu de politique, ne serait-ce que de parler de racisme, de quartier populaire, de féminisme ou autre. Mais dans les syndicats, on vous tombe dessus, on dit « Oh, hey, là, tu es dans un syndicat, là.
Là, on parle du patron. On parle de l'accord d'entreprise, on parle de la réglementation du travail. On ne parle pas de choses extérieures. Quand on entend Martinez ou Laurent Berger, ils disent « Moi, je ne fais pas d'immixtion dans la politique. Ça ne me regarde pas Macron ou pas, ou peu importe. Ce qui les intéresse, c'est le maintien de l'appareil, en fait. Et ça, c'est un problème. Mais je considère que on serait bête de penser que simplement à l'extérieur, en leur laissant la boutique, en fait, on pourrait complètement les dépasser, faire des sortes de... Parce que c'est un peu ça que vous disiez, est-ce qu'il n'y a pas des organisations un peu ad hoc, plus par la base, enfin... Je sais qu'il y a dans des pays, notamment de tradition en Amérique latine, ils appellent ça un peu des agrupations, où on essaye de manière différente d'essayer de rassembler des collectifs de travailleurs et autres. Mais le syndicalisme là-bas est totalement différent. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on peut réussir à militer, on peut réussir à faire en sorte que la base, elle soit consciente qu'elle peut militer à l'intérieur des syndicats, mais aussi pouvoir s'organiser aussi en extérieur. Moi, je suis militant syndical, engagé, et pourtant, aujourd'hui, avec les camarades de la RATP, je fais ce qu'aucun syndicat ne fait, c'est-à-dire de me coordonner avec d'autres secteurs. Parce que sinon, les syndicats ne le font pas. Les syndicats ne vont pas vous dire à la SNCF, tu devrais aller dans tel piquet de la RATP demain parce qu'ils ont besoin de toi. Mais par contre, lorsqu'on arrive à avoir des coordinations entre salariés depuis la base, etc., qui réfléchissons le mouvement, une sorte d'état-major par en bas du mouvement ouvrier, moi je considère qu'on fait énormément de mal aux organisations syndicales aussi, aux directions syndicales qui aimeraient au contraire être plutôt tranquilles. Elles aimeraient être plutôt tranquilles parce qu'elles veulent décider pour leurs adhérents, elles veulent décider pour leurs militants et non pas qu'on leur impose en fait une marche. Moi, j'entendais le 5 décembre beaucoup parmi les militants à l'extrême gauche qui disaient c'est une manœuvre des bureaucrates. Qui disait, camarades, n'allez pas le 5 décembre, c'est une manœuvre, il ne se passera rien du tout. Le meilleur moyen qu'il ne se passe rien, ce serait d'appeler et de massifier cette journée-là. Vous imaginez le niveau où on disait, les agents de la RATP, c'est les routiers d'hier, ils vont faire la même chose que les routiers, c'est-à-dire prendre la poudre d'escampette et ne pas militer. Mais quand on a une vision de la base, quand on est lié avec des travailleurs à la base et qu'on voit la détermination, qu'on voit la motivation qu'ils ont en fait à devoir lutter, mais ça, on l'a vu d'en bas, parce que les organisations syndicales, Philippe Martinez appelle quasiment fin novembre, parce qu'il voit qu'à un moment donné, il est pris au fait accompli. Vous imaginez bien que la première organisation à la RATP, c'est l'UNSA. C'est pas la tasse de thé de la CGT de devoir appeler derrière l'UNSA. Et l'UNSA, faut pas croire que c'est de gaieté de cœur qu'elle a appelé à une grève illimitée quand même. Enfin, quand on connaît un peu les syndicats dits réformistes, la CFDT et l'UNSA, c'est pas dans la tradition et dans les gènes de l'UNSA d'appeler à une grève illimitée de 50 jours. C'est parce qu'elle est prise, elle est prise par la base. Donc oui, quand on a une base qui est déterminée, qui est radicale et qui a envie en fait d'affronter, d'en découdre, bah oui, ça va plus loin. Et la dernière question, je crois que c'était sur la victoire, c'est ça que vous me demandiez, j'ai rien oublié d'autre. Sur la victoire, je sais pas, moi je considère que même un retrait de la réforme des retraites, ça serait une joie immense pour notre classe. Oui, je considère que, enfin voilà, on ne peut pas, après tant de défaites lourdes, moi je considère que la loi El Khomri et autres, la réforme du ferroviaire, la réforme du bac et j'en passe et des meilleurs, enfin, avoir une victoire sur celui qu'on appelait Jupiter hier et qui aujourd'hui serait obligé de céder, enfin voilà, la France en plus dans une période on va dire internationale plutôt subversive et mouvementée, que ce soit au Chili, en Équateur, au Liban ou ailleurs, je considère que même une victoire sur le retrait de la réforme des retraites à minima, qui ne serait pas une panacée non plus en tant que militant révolutionnaire, mais que ça donnerait une force et une portée internationale en fait. On est un peu le cœur de la lutte des classes encore aujourd'hui, c'est-à-dire de voir en fait que la classe ouvrière, moi comme je dis que ce n'est pas juste l'histoire d'une grève, mais c'est l'histoire réellement de la classe ouvrière au devant de la scène, c'est le retour de la lutte des classes dans une période où les gens, notamment où on disait une des limites du mouvement des Gilets jaunes, c'est que c'était un peu l'anti-grève, c'était qu'il suffisait uniquement de sortir, de faire des manifestations le samedi, tantôt radicales ou non, qu'en fait il n'y avait pas nécessité de faire grève particulièrement. Et aujourd'hui, en fait, de voir que dans des secteurs dans lesquels il n'y a pas eu de mobilisation pendant 10 ans, on est en capacité de faire plus de 50 jours de grève. La grève perlée dont vous parliez tout à l'heure de la réforme ferroviaire, pourquoi c'est une défaite aussi? Parce qu'on a inventé une grève perlée. Et une grève de 2 jours de grève, 3 jours de boulot. Mais pourquoi?
parce qu'ils considéraient que la grève reconductible n'était plus possible, que les gens ne voulaient plus se battre, n'étaient plus en capacité, parce qu'on disait l'autre il a un iPhone, l'autre il a un crédit, etc. Comme si en mai 68, il n'y avait que des milliardaires qui en fait se mobilisaient, et qu'en fait en 2018, il n'y avait que des personnes préoccupées par leur crédit. Non, c'est parce que stratégiquement, le pari qu'a fait Laurent Brun de la CGT Cheminot, c'était de dire, face au néolibéralisme de Macron, ça va être la durée. Sauf que moi, Vous revenez à 2018. à 2018 sur la question, notamment sur pourquoi il n'y a pas eu de mobilisation. La mobilisation a été forte et importante le 22 mars, que l'ensemble des cheminots réclamaient une grève reconductible. Et je pense que encore à ce moment-là, on a vu à quel point l'appareil de la CGT cheminot était fort et qu'en fait, on ne peut pas. Moi, j'ai de l'influence là où je suis. Mais vous comprenez que dans des secteurs où la CGT fait 95% aux élections, où c'est le bureaucrate du coin qui a le micro, qui dit qui parle et quand est-ce que quelqu'un a le droit de parler, c'est difficile pour essayer de déborder qui que ce soit. Donc il faut faire des exemples, il faut... enfin voilà quoi. Et puis la dernière citation que je sors souvent, c'est celle de Rosa Luxembourg qui dit que le chemin des victoires est pavé des dalles des défaites. Et je pense qu'on apprend justement des défaites. Je pense qu'aujourd'hui... la défaite de la grève perlée de la SNCF a permis qu'il y ait plus de 50 jours de grève. Parce que l'ensemble des camarades de la RATP, ça je trouve que c'est formidable, nous disent tous, on a vu ce que c'était la grève perlée à la SNCF et c'est sûr et certain que nous, on ne fera pas la même erreur que vous de penser qu'on fera des journées de saute-mouton comme ça jusqu'à la Saint-Glinglin en espérant qu'on va gagner. Et ça, c'est difficile pour des directions syndicales qui avaient l'habitude de grève de 24 heures. Lorsque vous avez milité, fait grève plus de 50 jours, n'importe quel salarié conscient comprend que ce n'est pas avec des journées de grève de 24 heures que vous gagnez. Et ça, c'est difficile pour une direction syndicale de demain faire croire qu'on pourra retirer une réforme avec des journées de 24 heures. Donc ça va les obliger soit à se radicaliser, soit à rien proposer, et puis derrière, d'être encore plus fragile de par la base qui dira on veut que le sommet commence à nous proposer une stratégie gagnante. Oui, entre le début et maintenant, vous avez changé votre définition de la victoire quand même. Hein. Je n'avais pas parlé de victoire, mais peut-être. Si. C'est vrai, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir parlé de la victoire. Vous aviez dit que c'était quand même pas une victoire d'obtenir le retrait d'une loi pour revenir à une loi médiocre qui existe avant. Vous avez dit que ce n'était pas une victoire. Maintenant, non seulement. Pas suffisant, peut-être. Ou est-ce que j'ai dit victoire? Qu'en tout cas, vous ne le considéreriez pas subjectivement comme une véritable victoire. Et d'autre part, vous en venez finalement. Et je comprends votre démarche. Vous en venez finalement à dire que la grève en tant que telle est une sorte de victoire. C'est-à-dire qu'avoir fait grève pendant 50 jours, c'est par exemple une victoire contre la grève perlée de 2018. Mais il me semble que du coup, quelque chose du fil que vous suivez n'est pas tout à fait compatible avec un autre fil que j'apprécie beaucoup, qui est l'exigence absolue d'une organisation politique. Parce que là, vous défendez la nécessité de combattre de l'intérieur des syndicats. Bon, ok. Mais vous dites aussi que ça n'a de véritable sens, au bout du compte, que si on est aussi le militant du développement d'une organisation politique dont les tâches sont intrinsèquement différentes de celles du syndicalisme. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette question de l'organisation politique. En réalité, quel est son rôle spécifique et sa nécessité dans les périodes de mouvement? Comment vous la définiriez par rapport justement au conflit entre bases syndicales éventuellement actives et puis les bureaucraties qui freinent? Alors l'organisation politique, quelle est sa politique effective? Dans le manifeste, Marx donne des définitions du rôle du communiste dans les mouvements quels qu'ils soient, qui restent très, très, très vives. Il dit que le communiste, dans les mouvements quels qu'ils soient, donc l'homme du parti politique, dans les mouvements quels qu'ils soient, doit premièrement toujours accorder la priorité à la signification d'ensemble du mouvement sur les revendications particulières. Ça, on en a un peu vu, vous êtes parti au fond de cette base-là. Il dit que, deuxièmement, il doit toujours essayer de se situer à l'échelle stratégique la plus importante, en particulier d'éviter toutes les déviations nationalistes, identitaires, etc. etc. Et troisièmement, il doit mettre en jeu la question de la propriété à l'intérieur du mouvement, quel que soit, dit-il, le niveau d'évolution de cette question. Alors, il me semble que
voilà, on pourrait regarder ça et dire, au regard du mouvement actuel, à supposer que on y fonctionne du point de vue d'une organisation communiste ou d'une organisation politique, disons, au sens où vous l'entendez, que signifierait ce système de mot d'ordre et comment il fonctionnerait véritablement. Et en particulier, comment il fonctionnerait au regard de la subordination à la fin des fins de tout ça à la question de la propriété. Et surtout dans le cadre de mouvements comme la SNCF ou la RATP, qui sont aussi en train de défendre le caractère public, en un certain sens, de l'entreprise. Est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas arriver à connecter par un travail idéologique interne au mouvement la perspective de la victoire à quelque chose de plus quand même que son objectif revendicatif à proprement parler? Non, mais après, il y a la victoire, elle peut se faire. Chacun peut voir la victoire depuis son œil à lui. C'est-à-dire qu'il y a différents degrés de victoire. Est-ce que une victoire est uniquement le retrait d'une réforme? Est-ce qu'une victoire, elle est sur l'expérience dans la lutte des classes, en fait, et l'expérience qu'en tire le mouvement ouvrier? C'est toutes ces choses-là. On parle parfois même, il y a cette expression de victoire à la Pyrrhus, en fait, de victoire qui mettent. Moi, je considère notamment que la victoire de Macron sur la réforme du ferroviaire est une sorte de victoire à la Pyrrhus, en fait, dans lequel les cheminots, à ce moment-là, ont montré quand même une certaine résistance, en fait, où ça a été la première bataille, en vérité, le premier affrontement, où on a vu que clairement Macron avait envie de se farcir ces fameux cheminots dont on disait c'était une digue pour l'ensemble de la classe ouvrière. Donc il faut voir, en fait, qu'est-ce qu'on y met là-dedans. Moi, je considère que il y a plusieurs degrés de toute façon. Effectivement, pour moi, en tant que militant révolutionnaire, il me faut plus pour me satisfaire en réalité uniquement d'un retrait. Si je considérais uniquement la victoire sur le prisme du côté revendicatif. Mais je peux considérer même une défaite du côté revendicatif comme une victoire si derrière je vois que au niveau de notre classe et de l'expérience politique, etc., qu'ont fait les militants de la base, en fait, ils en ont tiré énormément de choses. 95, beaucoup considèrent que ce n'est pas spécialement une victoire du mouvement ouvrier, que c'est le retour un peu de la bureaucratie syndicale, que on dit la figure de 95, c'est Bernard Thibault, c'est pas la base. Et aujourd'hui, de voir notamment à mi-parcours dans cette mobilisation le bon, parce que d'un côté, on dit que la bourgeoisie avance systématiquement et qu'on perd dans la tradition. Mais ça, on doit le mettre aussi en perspective avec l'état d'avancement aujourd'hui de la classe ouvrière. Qu'aujourd'hui, des personnes dont la tradition des assemblées générales n'existait pas commencent à mettre en question la question de la démocratie ouvrière à la base et autres. Toutes des choses dont les syndicats, la plupart, ne veulent se débarrasser. Une organisation syndicale, le propre pour elle, ce n'est pas la souveraineté des assemblées générales. Parce que pour elle, la souveraineté, à minima, c'est celle de ses adhérents. C'est-à-dire que ce sont mes adhérents que je consulte qui me disent qu'est-ce que je fais demain? Est-ce que j'appelle à la reconductible? Est-ce que j'appelle pas? Et c'est l'anti, en fait, démocratie ouvrière. C'est-à-dire que vous considérez que vous, par exemple, vous êtes à la CGT, que peu importe ce qui se décide ici dans mon assemblée générale avec mes 200 camarades, moi, demain, je retournerai dans mon organisation pour qu'elle me dise si finalement je continue ou je continue pas. Et le fait de voir qu'aujourd'hui, même des militants syndiqués, en fait, dépassent déjà les mots d'ordre de leurs organisations syndicales en disant, moi j'ai vu par exemple des camarades hier de la CGT qui étaient en grève, alors que la CGT, RATP notamment, n'appelait pas à la grève. Et ça, c'est déjà du fait des acquis, en fait, d'avoir milité pendant plus de 50 jours. Votre autre question, c'était... Pour revenir à la construction politique du mouvement en cours, tout à l'heure, vous évoquiez la nécessité d'un parti révolutionnaire. Vous êtes actuellement membre du NPA, en tout cas proche du NPA. Est-ce qu'une révolution peut arriver par les urnes? Ce à quoi ne croit pas Alain Badiou, puisque je crois qu'il ne vote plus depuis 1968. Et j'en suis très content.
Enfin, je pense Voilà. qu'on... C'est-à-dire 50 ans. Quand on voit ceux qui ont été élus depuis. Voilà. Enfin, je pense qu'on partage le fait que la révolution ne viendra pas par les urnes. Après, je pense que peut-être un des exemples les plus importants, c'est celui de Salvador Allende. Je pense que enfin, ce qui s'est passé au Chili et justement le niveau à ce moment-là de la classe ouvrière chilienne et de la tension en fait, à d'essayer d'affronter la bourgeoisie en disant camarades, enfin, ils ne vont pas nous laisser faire la révolution comme ça uniquement avec des textes au Congrès, qu'à un moment donné, il va falloir s'affronter et qu'on voit que c'est le général de Salvador Allende, Pinochet, qui au final se retrouve à faire un putsch. Enfin, moi, le réformisme, oui, je suis révolutionnaire, donc oui, le réformisme, penser qu'à travers les urnes, ou ne serait-ce que là, aujourd'hui, faire 20 000 amendements du texte de loi, penser que ça va faire reculer ou ça va fatiguer qui que ce soit, moi, je considère pas le moins du monde. Donc, oui, après, le rôle d'un parti révolutionnaire, il n'est pas là pour retirer, parce qu'on a l'impression que souvent la vision de parti révolutionnaire, c'est l'anti-syndicat, c'est-à-dire de cadenasser ou de noyauter en fait les organisations syndicales. Trotsky le dit lui-même en fait que la liberté, elle reste aux syndicats, etc. Mais que le parti, il a aussi la responsabilité en fait de ses militants et de voir dans quoi il s'engage. Mais qu'en fait la souveraineté du syndicat, elle lui reste propre en fait. C'est pas le parti qui va lui imposer les choses, mais le parti, il a cette force dans le fait que déjà vous n'êtes pas un militant corporatiste en fait. Moi, je vois aujourd'hui, que ça soit au NPA ou que ça soit même à Révolution Permanente, j'ai des camarades qui sont syndiqués dans d'autres syndicats et qui travaillent dans d'autres entreprises avec lesquelles je peux militer aujourd'hui, avec lesquelles je peux construire un certain nombre de choses, de jonctions, de faire des expériences ensemble pour essayer de casser en fait ces clivages. C'est-à-dire que même quand on est syndiqué, pas dans la même organisation et qu'on n'est pas dans la même entreprise, la force aussi d'être dans un courant politique, parce que c'est un courant politique aujourd'hui, c'est déjà de pouvoir commencer à militer ensemble, à faire des choses que certaines organisations syndicales ne feraient pas. On a notamment été actifs là durant cette grève pour visibiliser un certain nombre de répressions disciplinaires, en fait, de répressions contre des syndicalistes dans différents dépôts, dans lesquels personne ne s'est réellement préoccupé du sort. On a essayé de faire en sorte que des étudiants, des militants étudiants dans notre courant puissent participer, intervenir en fait dans des dépôts pour pouvoir se lier également aux ouvriers en lutte, de commencer à discuter, de les accompagner, de poser un certain nombre de questions que des syndicalistes de base ne se posent pas spécialement. Un syndicaliste de base... la caisse de grève, il n'en parle pas beaucoup. L'Assemblée générale, la tenue des piquets, c'est très... enfin voilà, on fait rarement de la politique. Et je pense que le rôle aussi d'un parti, dans une période de lutte de classe, au-delà de la direction et de programmatique, stratégique qu'on peut proposer, c'est aussi le rôle politique, en fait, la direction politique qu'on souhaite prendre, souhaite faire prendre à cette lutte, à ce mouvement-là. Parce que sans parti révolutionnaire, en fait, qui va poser la question de la révolution, en fait? Personne ne va poser la question de la révolution. Les gens, ils vont vous dire, votez pour moi. Rappelez-vous, au moment du mouvement des Gilets jaunes, qu'est-ce que disait Mélenchon? Mélenchon, il disait, les revendications des Gilets jaunes, c'était les miennes dans mon programme, votez pour moi, moi je vais le retirer. La plupart, moi je pense qu'il y a certains... Ça peut fonctionner. Il y a certaines personnes en 2022 qui aimerait bien que la réforme des retraites, elle puisse passer pour que la première ligne du programme le programme de 2022, ça soit, si vous votez pour moi, je retirerai la réforme des retraites. Si vous votez pour moi, je mettrai le RIC. Si vous votez pour moi, et puis on essaiera de piocher à droite et à gauche pour donner l'illusion, en fait, qu'il suffirait simplement de parlementarisme, en fait, de réformer le capital pour pouvoir s'en sortir. Et justement, le rôle premier d'un parti révolutionnaire, c'est justement la boussole politique que vous donnez à l'ensemble de la classe. Et si en fait vous ne posez pas la question du communisme, si vous ne posez pas la question de quelle société on veut pour demain, qu'est-ce qu'on veut en fait comme avenir, personne ne va le faire. C'est pas le Parti socialiste, c'est pas la République en marche qui va vous dire le capitalisme, on peut un peu le réformer. Ou aujourd'hui, regardez, ne serait-ce que sur les problématiques climatiques, à quel point en fait ils sont à la pointe. Autour du capitalisme vert et autres, d'essayer de faire du greenwashing, comme on dit, d'essayer de se nettoyer, comme ça, de faire croire que voilà, on va enlever les pailles, on va enlever ceci. Mais enfin, quand vous êtes militant révolutionnaire et que vous venez, vous dites 72% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'issue des grands groupes industriels, que 57% des émissions de gaz à effet de serre, c'est le produit de l'agro-business, quand vous l'expliquez ça aux gens,
bah, vous lui dites que l'écologie n'a pas un problème. Il n'y a pas une crise écologique. Il y a une crise politique autour justement du capitalisme. C'est le capitalisme qui essaye de détruire la planète. Ce n'est pas la planète qui s'autodétruirait d'elle-même, ou en fait, il faudrait trouver, certains pensent qu'il faudrait même fermer des usines. Moi, j'ai entendu une fois parmi même des travailleurs dire « il ne faut pas demander des augmentations salariales, parce que si vous demandez des augmentations salariales, c'est-à-dire que vous augmentez le pouvoir d'achat des gens et vous les incitez à consommer plus ». Moi, j'ai entendu ça, des syndiqués dire ça, dire que augmenter les salaires, c'est renforcer la crise climatique, en fait. C'est renforcer le fait que les gens, ils vont détruire encore plus. Donc tout ça, pour pouvoir régler en fait les déviations politiques des uns et des autres, entre ceux qui pensent que c'est la Startup Nation, qu'il faut faire son beurre, et puis chacun ses histoires, chacun sa merde, nous on veut réussir, celui qui pense qu'on peut réformer le capital, celui qui pense qu'il faut aller vivre au fin fond de Notre-Dame-des-Landes, celui qui pense qu'il faut faire telle ou telle chose, la question, l'outil, se doter d'un outil qui est celui d'un parti révolutionnaire, moi je considère que c'est peut-être l'un des buts ultimes d'un marxiste, en tout cas. Enfin, sinon, moi, je veux bien qu'on me pose une question, c'est qu'on m'explique comment on fait la révolution sans parti révolutionnaire. Si on a des organisations syndicales complètement bureaucratisées, si en fait on a les seuls partis visibles et ceux qui font de la propagande politique, ce sont des partis réformistes, c'est en fait vous laissez le terrain de la politique occupé par tous, sauf des révolutionnaires. À un moment donné, moi je ne vois pas comment les gens vont sortir de manière incantatoire un jour à chanter l'Internationale et croire qu'ils vont... Moi je considère, je sais qu'Alain Badiou, je sais qu'on a quelques désaccords peut-être là-dessus, et notamment sur... J'avais suivi un peu votre vision sur les gilets jaunes, mais je sais qu'on en parlera un peu plus après. Mais effectivement, pour moi, la question du parti, elle est centrale sur la question de quelle société on veut. Pour moi, on ne peut pas sauter une étape. On ne peut pas penser qu'on fera la révolution et qu'on arrivera à la dictature du prolétariat et qu'on arrivera à la lutte de classe, etc., qu'on fera la lutte de classe, la dictature du prolétariat, et qu'on arrivera au communisme parfait sans rien du tout, juste avec quelques collectifs à droite et à gauche, ad hoc, et puis, enfin voilà, moi je considère que c'est fondamental. Et notamment, enfin, tout à l'heure vous parliez du parlementarisme, moi je pense que vous avez tort de ne pas voter, parce que moi je vote, mais sans illusion, c'est-à-dire qu'il faut voir dans ce sur quoi on vote. Je pense qu'il y a parfois des camarades qui méritent qu'on se déplace aux urnes, parce que lorsque vous prenez notamment la maladie infantile du communisme de Lénine, il ne banalise à aucun moment en fait le parlementarisme. Ce qui critique, notamment aussi Lafargue autour de l'entrée d'un des premiers sociodémocrates, en fait, c'est la question de militer dans des gouvernements bourgeois, en fait. La question centrale, notamment là, par exemple, nous, je sais qu'on avait un débat autour de ce qui se passe en Espagne, de certains camarades d'anticapitalistas qui militaient dans le gouvernement là, dont faisait partie Podemos, dans lequel, oui, en tant que marxiste, pour moi, la ligne rouge, et celle qui a toujours été l'une des lignes rouges du parlementarisme, c'est celle entre celui qui se sert du parlementarisme pour faire de la propagande, pour amener les idées révolutionnaires au devant de la scène. Moi, je sais que si demain j'étais député, admettons, je dis une folie, mais si demain j'étais député à l'Assemblée nationale, je pense que je serais un député suffisamment bruyant, en fait, où peut-être je serais le premier député à l'Assemblée nationale qui parlerait de dictature du prolétariat pendant 2 minutes devant Édouard Philippe, quoi. Je le ferais. Mais par contre, je ne serais pas de ceux qui pensent qu'en fait, il faut reprendre les codes et les institutions bourgeoises et faire la même chose, sauf un peu plus, avec une peinture un peu plus rouge, quoi. Que nous, on est un peu plus rouge, donc nous, le lundi, on est sur le piquet de grève, et puis le mardi, on est en commission parlementaire. Moi, je considère que ça ne marche pas. Mais je trouve que je suis largement d'accord avec une bonne partie de ce que vous venez de dire. Hein. Ça, indubitablement. J'allais partir, sinon. Non, je suis convaincu qu'il y a la nécessité d'une organisation, en tout cas communiste, pour qu'il y ait du communisme, ça absolument. Mais il me semble que, du coup, il y a quand même un certain flou sur la définition des tâches effectives, même au sens où Marx les définissait, de cette organisation communiste, à partir du moment où elle se prête quand même, en quelque sorte, à une confrontation interne avec ce qu'il s'agirait de dépasser, voire de détruire. Et malgré tout, le syndicalisme, vous en avez fait le syndicalisme tel qu'il est, vous en avez fait un portrait extraordinairement négatif. Bon. Vous concluez cependant qu'il faut rester dedans. Vous
comme je dis, c'est un outil nécessaire, alors que vous admettez qu'il est organiquement, vous en avez fait un portrait, il est organiquement une structure dont on peut dire que c'est une structure, en fin de compte, de conservation à sa manière. De même, vous dites que le parlementarisme, bien entendu, la ligne rouge, c'est de ne pas fricoter avec le gouvernement réactionnaire. Mais en même temps, vous lui conservez l'idée qu'il faut être dedans, c'est-à-dire qu'il faut participer aux élections, etc. Et ça, je crois que quand même, ce sont des freins subjectifs et objectifs à un engagement révolutionnaire de type nouveau. Parce que, en définitive, ça a été longuement expérimenté, ça. Une pratique parlementaire déployée, devenant petit à petit très importante. Ça a été le cas malgré tout du Parti communiste, notamment après la Dernière Guerre mondiale. Le syndicalisme, vous en avez bien dit qu'il continue, en dépit de mouvements répétés, de critiques sévères de son existence, etc. Il continue à être ce qu'il a toujours été. Moi, je pense que l'un comme l'autre sont des structures mortes, et que habiter ces structures mortes, c'est freiner le bilan effectif de décennies et décennies de ce type de politique-là. Et je pense qu'on n'en tire pas la conclusion radicale. Moi, je pense qu'il faut bâtir des organisations ouvrières sur un modèle entièrement différent de celui du syndicalisme hérité. Je pense qu'il faut bâtir aussi des partis politiques non parlementaires qui appelleraient explicitement les gens à considérer que le vote n'est aucunement une expression politique pertinente. Il faudrait être, en effet, moi je suis pour le mot d'ordre, tout le pouvoir aux soviets. Hein, voilà. Alors les soviets, c'est quoi? Les soviets, c'est des assemblées populaires locales ou professionnelles, etc. Et c'est un réseau d'assemblées qui doit décider des affaires des gens et pas un protocole électoral dans le bien nommé isoloir. Hein. Parce que le fait qu'on ose appeler le moment où on décide de la politique d'un peuple un isoloir, ça en dit long sur la conception idéologique qui soutient toute cette affaire. C'est dans l'isolement le plus complet, pas que chacun décide de son devenir politique. Et alors, au fond, je sens, en réalité, je suis d'accord avec vous, entendez-moi bien, mais je vois très bien en vous une subjectivité authentiquement révolutionnaire et ouvrière et prolétarienne, et je la respecte comme telle. Mais il me semble que si on est dans la logique du parti au sens même où vous l'entendez, il faut que la proposition stratégique qui est portée soit plus explicite qu'elle ne l'est dans ce que vous dites. Parce que vous dites, en passant, comme ça, vous êtes pour la dictature prolétaire, etc., mais en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire en situation, ça? Par exemple, du point de vue, prenons un exemple, la lutte contre la loi sur les retraites. Qu'est-ce qui, en tant que militant communiste, vous en dites qui va au-delà, précisément, des conceptions flottantes que peut avoir le mouvement? À savoir, cette retraite, on n'en veut pas, et à travers le fait qu'on ne veut pas de cette retraite, on se mobilise de façon énergique, nouvelle, massive. Alors, le communiste, quelle va être sa singularité là-dedans? À mon avis, c'est une singularité largement éducative. C'est-à-dire qu'il faut qu'il répande, qu'il déploie, qu'il déplie la radicalité de la figure. Il faut qu'il dise que la victoire véritable, elle est nécessairement ce qui est en jeu dans la force libérée, si elle peut aller au-delà d'elle-même, si elle peut aller stratégiquement sur des univers à conquérir. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut renouveler la définition de l'organisation en la tenant pendant un moment, peut-être, plus à part que vous ne le proposez, des structurations traditionnelles de la revendication sociale d'un côté, à savoir du syndicalisme, et de l'organisation pseudo-démocratique d'autre part, à savoir le parlementarisme. Et donc je pense que l'organisation devrait, la vôtre par exemple, devrait explicitement soutenir une radicalité sur ces deux points. C'est-à-dire, nous n'avons rien à faire dans les élections et nous n'avons rien à faire dans le type de négociation syndicale à l'ordre du jour. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais alors on va être... oui, on va être pas beaucoup, quelque chose comme ça. Mais la question... Autrement dit, pour le dire autrement, je pense que nous sommes dans la situation d'un nouveau commencement. Je ne pense pas que nous puissions continuer la vie politique révolutionnaire, communiste, appelons-la comme on veut, dans les paramètres qui ont été les siens dans les décennies écoulées. À savoir, justement,
des partis qui sont installés dans la double direction de ce que le syndicalisme représente quant aux luttes sociales et de ce que le parlementarisme représente dans la question du pouvoir politique et de l'État. Alors, lutte sociale, ça veut dire lutte de classe. L'État, ça veut dire l'État bourgeois. Et le fait de participer activement à la régénération du syndicalisme, je comprends très bien le but, mais il faut qu'il s'accompagne de l'idée qu'en dernier ressort, le syndicalisme tel qu'il est doit être détruit, et non pas seulement indéfiniment contesté de l'intérieur par les mouvements de masse qui prétendent s'en servir. Même dans votre bilan, on sent bien qu'en définitive, à la fin des fins, c'est les directions syndicales qui se servent des mouvements plutôt que le contraire. C'est-à-dire que périodiquement, les directions syndicales pourront dire on a été les animateurs de cette affaire, tout le monde aura vu Martinez à la tête des manifestations, etc., etc. Et dans le long cours, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai été, je peux vous le dire, un combattant antisyndical déchaîné. J'en parle aussi de l'intérieur. Et une de mes grandes tristesses, c'est que des décennies après, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je vois Martinez à la tête des cortèges syndicaux, l'homme que j'aurais voulu abattre il y a 40 ans. Voilà. Alors, comme quoi, ça ne fait pas recette d'être anti-syndical. Exactement. Vous devriez tirer au moins cette conclusion-là. Non, j'en tire la conclusion que ça ne fait pas recette, mais ça fait encore moins recette de faire avec le syndicat. Parce que si réellement c'est de la radicalité révolutionnaire qu'il s'agit, c'est revenir tout simplement à ce que j'appellerais une logique d'opposition. Exactement comme le parti parlementaire n'entre dans la figure du Parlement que par opposition, de même vous pensez constituer une opposition au syndicalisme. Et je pense que ce n'est pas la voie de l'opposition, est une voie qui est elle-même parlementaire au sens large. D'ailleurs, l'opposition, c'est une catégorie du parlementarisme. Il y a le gouvernement et puis il y a l'opposition. Si je peux essayer de vous répondre. Bon, déjà, j'ai énormément de plaisir à débattre là. Moi, je me considère pas du tout comme, je sais pas si je suis un grain de sable dans la chaussure d'un intellectuel marxiste. Je sais pas. Enfin, moi, je n'ai pas un niveau. Monsieur. Non, mais très honnêtement, enfin, moi, j'ai dû lire 3 paragraphes de Marx par-ci par-là. Et bon, j'arrive à m'en tirer aujourd'hui d'être à contre-courant face à Alain Badiou. Comme quoi, on peut réussir à s'en sortir. De RMC à contre-courant. Oui. Et puis je lisais la bande à Picsou avant, et puis je lis Où va la France maintenant. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer sur ce qu'on peut lire. Mais c'est vrai que l'avare de Molière, etc., les fourberies de Scapin ne m'avaient pas vraiment intéressé. Peut-être si on m'avait filé Où va la France au collège, je serais plus loin aujourd'hui. Enfin bon, trêve de plaisanterie. Mais déjà sur le parlementarisme, j'ai la chance d'avoir lu vraiment la maladie infantile du communisme et d'avoir retenu certaines choses. Et de mémoire, vous faites un peu la même erreur que Lénine dénonçait en fait de camarades d'Allemagne qui disaient justement non au parlementarisme, parce que le parlementarisme avait fait son temps et que justement la classe ouvrière, elle devrait en fait trouver d'autres moyens. Mais tout en disant, ces mêmes camarades disaient que justement la classe ouvrière continuait à voter pour les partis réformistes ou partis de droite ou peu importe. Et je pense que vous faites la même erreur, c'est-à-dire que de fait, enfin, on est dans une société qui est dirigée par des organisations bourgeoises, dont les médias sont bourgeois, les institutions également sont bourgeoises, c'est-à-dire que moi je ne vois pas comment vous comptez faire ne serait-ce que un peu de propagande marxiste, de propagande révolutionnaire en fait, en étant à l'extérieur de l'ensemble des moyens dans lesquels en fait vous pouvez faire de la politique. C'est-à-dire que ici, par exemple. oui, moi je considère mais je considère malgré la qualité, je pense que la qualité du débat et la qualité même des médias indépendants de manière générale, à visibiliser des luttes, à visibiliser un discours qui est différent.
malheureusement, vous avez peut-être 3 millions ou je ne sais pas combien, je crois le JT de 20 heures fait quasiment 9,5 millions de personnes. Donc vous imaginez bien qu'en fait, si vous continuez en fait, à être à l'extérieur, c'est pour ça, moi ça a été un des débats, notamment par exemple d'être aux Grandes Gueules. Les Grandes Gueules, c'est une émission que beaucoup de gens à l'extrême gauche détestent, qui appartient au groupe BFM TV, etc. Donc c'est un peu le nouveau TF1. Moi je me rappelle des années 90, c'était TF1, aujourd'hui ça s'est déplacé sur BFM TV. Mais moi, l'objectif en fait que je me fixe, c'est d'être justement une parole différente en fait. Il y a deux choix, il y a deux écoles. Soit vous laissez et vous abandonnez les gens à leur sort en n'écoutant qu'un seul son de cloche, soit vous essayez de déranger en fait dans la perception en fait du discours, de leur dire camarades, il y a aussi autre chose, il y a une autre manière de parler. On peut dénoncer les violences policières dans des médias, on peut parler de révolution. Moi je parle de révolution, je parle de dictature du prolétariat. RMC, les gens deviennent fous de se dire mais comment ce gars-là qui sort de je sais pas d'où arrive à parler de dictature du prolétariat dans une radio qui est écoutée par 2 millions de personnes. Et je pense qu'au niveau du parlementarisme, il faudrait avoir la même perception, c'est-à-dire que de voir non pas le parlementarisme comme une manière inutile de faire la révolution, comme une perte de temps, moi je l'entends un peu de vos mots, un peu comme une sorte de perte de temps, en fait, que de toute façon, peut-être pire, mais qu'en gros on ne fera pas la révolution et qu'on banalisera. Et moi je pense que vous banaliser le parlementarisme, c'est aussi banaliser en fait le cheminement qui peut vous amener à la révolution, et notamment en tout cas la question du parlementarisme, elle a deux sens. Soit il y a ceux qui considèrent, et ça c'était l'époque des sociodémocrates à la fin du 19e siècle, qui considéraient qu'on pouvait soit de l'entrisme, soit en tout cas jouer un rôle dans un gouvernement bourgeois, d'essayer de lutter depuis l'intérieur. Et puis, il y a une autre école qui dit que voilà, vous pouvez rentrer dans le parlementarisme, vous pouvez rentrer dans une assemblée, mais tout en ayant comme boussole et comme seule boussole, en fait, la boussole marxiste, en fait, c'est-à-dire de venir faire de la propagande et non pas de croire qu'en fait, on va changer les choses à travers le réformisme. Et moi, je considère que sur ça, en tout cas, j'ai un point de désaccord avec vous. On ne peut pas faire les choses à l'extérieur parce que vous ne voulez pas de parlementarisme, mais vous ne voulez pas également les outils dans lesquels, aujourd'hui, de fait, certes, qui sont pour la plupart réformistes, il n'y a pas de direction syndicale, on peut s'accorder là-dessus, il n'y a pas de direction syndicale révolutionnaire, mais qui, de fait, aujourd'hui, les ouvriers qui militent et qui apportent une opposition et qui essaient de construire une opposition à la bourgeoisie, à différents degrés, c'est-à-dire qu'il y en a, ça peut aller uniquement des revendications partielles, d'autres qui peuvent commencer à poser des questions politiques. De fait, ces personnes-là militent pour la plupart dans des organisations syndicales. Avec votre soutien. Bah, moi, je considère, par exemple, je vais vous donner un exemple, parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose que je n'ai pas dit, c'est-à-dire que je ne fais pas l'éloge, en fait. Moi, je critique les directions syndicales. Je considère néanmoins que l'outil syndical est important. C'est-à-dire que je fais un distinguo entre l'outil et qui est aux manettes de cet outil-là. C'est une distinction délicate. Hein. C'est une distinction qui, pour moi, qu'on puisse dire. Elle a tout son sens. Parce que vous imaginez, moi, par exemple, en tant que syndicaliste, enfin, j'étais aux côtés, par exemple, des travailleurs du nettoyage de Honnête. C'est 84 grévistes, fin 2017, qui ont fait une lutte exemplaire pendant 45 jours dans le nord parisien. Eh ben, moi, je considère que cette lutte-là, elle est exemplaire en fait de ce que devrait être une direction syndicale et une organisation syndicale, c'est-à-dire de mettre l'outil au service des travailleurs en lutte. Et on a fait en sorte que la CFDT est tenue 45 jours en fait, parce que nous, on est arrivé non pas uniquement en tant que militants syndicaux, mais également en tant que militants révolutionnaires, pour aussi faire en sorte que les travailleurs ils puissent s'auto-organiser, ils puissent en fait contrôler leur grève de A à Z. Et en fait, chaque matin, c'est peut-être la seule grève où je connais l'ensemble des travailleurs qui venaient chaque matin à l'Assemblée générale. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que leurs mains
lever ou baisser avait une conséquence directe sur le mouvement, qu'en fait personne ne décidait au fond à leur place. Et le problème, ce mouvement-là, il a pu gagner en fait, et on a pu voir à quel point une organisation syndicale, elle pouvait doter ne serait-ce que matériellement, avec des choses assez simples, vous savez, des fois, si vous voulez faire une belle manifestation, il faut un peu d'outils que des travailleurs lambda ne peuvent pas se doter, mais également, on a pu faire une caisse de grève, c'est la première caisse de grève de Sudrail qui a atteint 80 000 € pour 84 grévistes. J'ai remis des chèques de 1 100 € à certains grévistes. Vous imaginez, des grévistes qui à la fin nous disaient on gagne mieux notre vie pendant la grève qu'en dehors de la grève. Moi, des gens qui gagnaient 400 €. Et vous savez, tous ces salariés-là, ils se sont quasiment tous syndiqués derrière. Mais moi, je considère que c'est à travers ces gens-là de la base, avec une expérience en fait saine, pas une expérience en fait bureaucratique, qu'on peut nettoyer le syndicalisme en fait et la bureaucratie syndicale. Mon expérience à moi elle-même est un exemple. Mon expérience à moi elle-même va dans un sens opposé. Parce que dans les années 69, 70, 71, j'ai moi-même participé à l'organisation à l'usine Chausson de Reims d'une organisation entièrement nouvelle qui s'appelait justement la Caisse de grève. On lui avait donné ce nom-là. Et cette organisation était une organisation expressément indifférente aux organisations syndicales présentes, et elle est devenue assez rapidement hégémonique dans l'usine, y compris lors de 2 grèves consécutives, dont l'une très intéressante parce que les ouvriers se sont mis en grève pour une question qui concernait en réalité la cité voisine, une cité voisine. Donc ils se sont mis en grève pour diriger en quelque sorte un mouvement populaire de quartier. Et donc, j'approuve tout à fait ce que vous dites sur l'exemple que vous venez de citer. Je l'entends, vraiment, je l'entends, y compris concrètement, mais je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire hors syndicat. J'ai l'expérience qu'il n'y a pas de raison que ça se fasse syndicalement, ce genre d'affaires. Ça peut se faire dans des organisations indépendantes que vous constituez en fonction de la situation par un travail de masse auprès des ouvriers de cette usine. Bon, il faut évidemment se décarcasser, il faut être là tous les matins, etc., tout ce qu'on veut, mais ça peut se faire. Et les leçons n'en ont pas été tirées à grande échelle, en partie à partir du virage de la fin ou du milieu des années 70 et du passage aux années 80, qui sont les années dans lesquelles nous sommes encore maintenant. Mais je n'arrive pas à être convaincu qu'il n'y a pas d'autre possibilité active à l'heure actuelle que de se mettre, qu'on le veuille ou non, dans les systèmes existants qui sont des systèmes de contrôle du mouvement social et de contrôle de la pratique politique. Alors Mais comment, si je peux vous poser une question, Alain Badiou, comment vous comptez dépasser ces organisations syndicales qui, justement, vous le dites vous-même, jouent le rôle de contrôle de ces appareils-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez qu'en ayant des structures ad hoc, mais vous arriveriez à extirper de la main du contrôle des directions syndicales l'ensemble de ces ouvriers. Enfin, aujourd'hui, le syndicalisme, ça représente environ 3 millions d'adhérents. Mais ces 3 millions d'adhérents, déjà, s'ils ne vous suivent pas, s'ils ne vous font pas confiance, en fait, déjà dans le mouvement même ouvrier, parfois dans votre propre syndicat, si dans votre propre syndicat où peut-être il y a 15 000 ou 20 000 adhérents, vous n'avez même pas ne serait-ce que 2% ou 3% de gens qui acceptent de vous suivre, mais vous n'aurez personne à l'extérieur. C'est-à-dire que oui, vous pouvez faire une structure ad hoc. Il y a certains secteurs dans lesquels il y a des syndicats autonomes, ou il y a des syndicats dans lesquels, parce qu'ils ont eu une bisbille avec la CGT ou la CFDT, alors du coup, ils ont créé un syndicat ad hoc pour essayer d'avoir localement quelques voix. Mais ça, on a quand même un exemple historique extrêmement récent d'un mouvement de masse quasi insurrectionnel qui a fait peur au gouvernement, qui l'a fait d'une certaine façon, en tout cas qui l'a tenu en échec, au moins symboliquement, les Gilets jaunes, et qui n'était pas du tout structuré syndicalement et politiquement. Enfin, on voit très bien, juste avant de venir sur les Gilets jaunes, mais il y a des choses énormes, il y a beaucoup de choses à dire sur les Gilets jaunes. Non, mais ça, c'est un exemple. C'est un exemple, mais c'est différent. Mais je pense que le signe des Gilets jaunes montre aussi que la spontanéité ne fait pas toutes les choses, en fait, et que sans direction, en fait. Mais oui, mais certes, mais que les manifestations de masse non plus n'ont rien fait avancer depuis 50 jours. Mais on peut pas mettre. Donc les deux stratégies sont en échec. C'est pas la stratégie qui est spécialement uniquement dans l'échec, c'est aussi la direction. Et en fait, il y a d'une part le mouvement des
Gilets jaunes dans lequel il n'y a pas de direction, c'est-à-dire on est le peuple et voilà, quoi, on se suffit à nous-mêmes et chacun en fait fait ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire la spontanéité pure. En gros, on décide, on fait ce qu'on veut, mais le problème c'est que si vous ne donnez pas une boussole, si vous ne vous dotez pas les gens d'une direction en fait dans le mouvement. Moi aujourd'hui, je voyais par exemple dans Quartier Général la dernière fois qu'on avait fait avec Olivier Besancenot, j'avais revu et j'étais frappé notamment par les commentaires qu'il y avait où les gens disaient: mince, si on avait Olivier Besancenot et Anas Kazib avec nous, sûrement le mouvement des Gilets jaunes n'aurait pas eu la même gueule. Et moi, je considère, non pas moi ou Olivier Besancenot en soi, mais je considère que ne serait-ce que de mettre des militants révolutionnaires, peu importe leur rôle dans la bataille, dans ce mouvement-là, imaginez ne serait-ce qu'une seule seconde si vous aviez 50 000 grévistes de la RATP et de la SNCF le 17 novembre ou le 24 novembre sur l'avenue des Champs-Élysées. Si vous donnez une portée de dire, OK, ce sont les classes paupérisées, mais on y ajoute aussi la tradition et la force du mouvement ouvrier organisé, le blocage de l'économie. Mais la gueule du mouvement n'aurait pas la même. Et justement, c'est ce qui n'a pas eu lieu jusqu'ici. Tout à l'heure, oui, mais il faut voir. Je t'écoutais, Anas, parler du peuple, de la classe populaire, notre classe. Tu disais ce serait une victoire pour notre classe. Quand je parle de la classe, je parle de la classe ouvrière. Est-ce que le problème, d'ailleurs, et une des chances, on va dire, du néolibéralisme aujourd'hui, c'est que les classes populaires sont totalement fracturées entre celles, justement, qui sont représentées par les syndicats comme le tien, les transports, la métallurgie, et les classes populaires qui ne sont représentées par personne, hein, les chômeurs, les travailleurs ubérisés, les gilets jaunes, etc. On voit bien que la fusion ne s'est pas encore faite. Effectivement, il y a des points de contact. Il y a des gens comme toi et d'autres qui ont fait des pas, d'ailleurs dans les deux camps, il y a des gens qui ont fait des pas, mais on voit que cette fusion-là n'a pas encore pris, et c'est cette fusion-là qui pourrait être décisive. Oui, moi je considère qu'en fait la réussite en fait du mouvement, il va être sur la combinaison en fait des trois gros mouvements qu'on a connus depuis 2016. C'est-à-dire 2016, c'est l'émergence notamment des secteurs privés et de la jeunesse. 2018, ce sont les classes paupérisées et notamment ce qu'on disait les classes moyennes qui ont peur du déclassement en fait, qui ont peur de perdre leur niveau et même parmi dans ces classes moyennes, certains qui sont issus du petit patronat, des petits entrepreneurs, des petits artisans dans le bâtiment et autres, qui justement avaient peur du déclassement. Et aujourd'hui, on est clairement sur une mobilisation en fait qui est celle des secteurs sous statut, des secteurs forts en fait protégés du mouvement ouvrier. Parce que même quand on parle d'un raffineur, il a des conventions collectives et il a des accords qui ne sont pas les mêmes que le travailleur qui est carreleur dans une entreprise, une petite TPE, une PME. Donc on parle de ces secteurs-là et la combinaison réelle, ça va être la combinaison en fait de ces trois secteurs-là. Mais cette combinaison-là, en fait, elle ne peut pas se faire uniquement de manière volontariste. En fait, elle ne peut pas se faire uniquement en allant boire un café avec d'autres secteurs, en disant voilà, on aimerait bien que vous. Elle peut se faire comment alors ? Elle peut se faire avec aussi la réalité objective, celle du programme. Celle qu'à un moment donné, on peut comprendre que l'intérimaire, celui qui a peur de perdre son emploi, il ne risque pas en fait à aller perdre son emploi pour une réforme des retraites. Que pour certains, la question de la fin du mois est plus préoccupante que la fin de la vie. Et ça, on peut l'entendre. C'est-à-dire que celui qui se dit « moi, autour de moi, c'est le chômage de masse ». Et on sait, enfin Marx en parle souvent de l'armée de réserve et du rôle justement de l'armée de réserve comme système un peu de pression sur la classe ouvrière et sur celles et ceux qui ont un travail. Enfin, moi j'avais lu un bouquin notamment sur les premières usines à Birmingham et autres où justement ils n'avaient même pas besoin de faire du chômage parce qu'en réalité il y avait du travail, mais à quel point en fait les patrons étaient vicieux et qui faisaient en sorte de créer justement du chômage pour pouvoir mettre beaucoup plus de pression sur ceux qui avaient du travail pour leur dire regardez, ce qui va vous arriver, c'est la même chose qu'aux autres, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire nourrir votre famille. Et en fait, il faut comprendre que déjà, dans des secteurs, vous prenez PSA. Enfin, PSA, c'était parmi les gros bastions du mouvement ouvrier. Aujourd'hui, vous allez à PSA, nos camarades sont partis la dernière fois aller tracter devant PSA Poissy. Ils sont très heureux de voir des cheminots et des agents de la RATP. Mais en même temps, ils vous expliquent qu'il y a quasiment 60-70% parmi les salariés qui sont intérimaires. Et qu'en fait, leur travail aujourd'hui, il est limite rythmé aux besoins du patron. C'est-à-dire que le patron, limite, il les coopte en leur disant « attention, en fonction de la voiture, si on arrive à vendre une voiture ou quoi », et qu'en fait, il leur donne un rôle limite comme des commerciaux, en fait, qu'en fait, c'est ça, c'est le lean management et autres, c'est-à-dire qu'on essaye de coopter en fait les salariés dans le bon système de l'entreprise, que attention camarades, vous avez la responsabilité justement de l'échec de l'entreprise et de la fermeture
fermeture du site, c'est vous qui êtes responsable. Et de plus en plus, on entend des patrons, par exemple, dire ça. Nous, à la SNCF, mon Dieu, le dernier, là, Farandou, a dit ça, en disant que la SNCF a écouté 1 milliard pendant la grève là, du mois de décembre, en disant la SNCF a perdu 1 milliard. Il a dit il faudra que les cheminots en prennent la responsabilité sur la suite. Mais qu'est-ce qu'il dit là derrière? Il dit en gros, chers amis, si demain on doit supprimer des emplois, c'est à cause de vous. C'est parce que vous êtes partis trop loin, vous avez trop revendiqué, vous êtes trop battus. Si vous étiez pas battus, c'est ce qu'ils essayent d'expliquer. Donc cette combinaison-là, moi je considère que l'intérimaire de PSA, il va lui falloir un peu plus quand même que la réforme des retraites, je pense, et qu'on ne peut pas décréter en fait la manière de se mobiliser. La dernière chose en lien, au-delà le statut précaire du salarié, c'est aussi le niveau militant sur place, où il y a des entreprises où ce sont des déserts syndicaux. Qui va faire militer ces gens-là? Qui va leur dire de débrayer? Qui va leur dire qu'il faut se mettre en grève? En fait, nous, on le voit même à la SNCF, dans une entreprise avec une tradition militante et syndicale, en fonction des secteurs où c'est un peu des déserts syndicaux, vous voyez qu'en termes de mobilisation et de grève, c'est quasiment le chaos, en fait. Parce que les salariés vont vous dire « Ah, bah, t'es le premier qui vient me parler de la réforme. Je ne savais même pas, en fait, ce que c'est. Il y avait quoi dedans? Ah, bah, ça me fait plaisir d'écouter. Ah, bah, tiens, je vais me mettre en grève. » Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui vient les motiver, c'est là un peu où, quand je vous parle d'outils syndical, moi, je ne pourrais pas faire le 1% de ce que je fais aujourd'hui sans outil syndical. Vous allez comment voir les travailleurs? Vous allez comment militer? Vous faites comment ce qu'on appelle des heures d'information syndicale où vous avez des salariés qui viennent s'informer? Comment je fais des tracts? Comment je vais les imprimer? Je ne peux pas les imprimer de moi-même. Je ne peux pas me renseigner et d'aller voir. Il faut faire attention que même à la SNCF, lorsque vous êtes non syndiqué ou même pas délégué syndical, c'est-à-dire que vous n'avez pas de mandat, si le patron vous voit en train de parler, de discuter avec un salarié alors que vous n'êtes pas sur votre temps de travail, c'est une sanction. Parce qu'on va vous dire, mon ami, vous avez fini vos heures, vous sortez, vous n'avez rien à faire dans le poste de travail, là, vous n'avez rien à lui raconter. Ou est-ce que vous êtes mandaté, vous êtes syndiqué, quelqu'un a voté pour vous, personne? Eh ben, vous prenez la porte. Et c'est comme ça, moi je vous assure, il y a énormément, et je pense qu'Alain Badiou, ça peut-être vous le négligez, mais la répression, ne serait-ce que déjà sur les militants protégés, elle est tellement féroce. Alors la répression sur ceux qui ne sont pas syndiqués est pire. Pourquoi notamment le patronat et la bourgeoisie de manière générale va dire il faut vite privatiser? Non pas parce que la privatisation va changer la nature des salariés, parce que ce seront les mêmes salariés. Vous savez, demain vous privatisez la SNCF, on va prendre les mêmes salariés de la SNCF, simplement on va leur mettre un contrat social beaucoup plus précaire. Et en fait, on sait très bien que la privatisation, elle précarise et elle affaiblit en fait la lutte. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre sur le même plan d'égalité des salariés sous statut protégé qui savent qu'ils peuvent lutter avec le carreleur de l'entreprise de TPE. Moi, le carreleur qui est en CDD, je ne vais pas aller lui dire « Camarade, pourquoi tu n'as pas fait 50 jours de grève avec nous ?» Il va me dire « Mais attends, t'es malade ou quoi? Moi, je vais faire 50 jours pour faire quoi? Pour des carreaux de carrelage ?» Après, ça, c'est une autre distinguo entre celui qui pense qu'il bloque rien. Aujourd'hui, on a même parfois des conducteurs de train qui considèrent qu'eux bloquent moins que des raffineurs. Et des raffineurs vont vous dire ceux qui bloquent plus, c'est les centrales nucléaires. Et chacun se renvoie la balle. Oui, moi je voulais simplement revenir sur la distinction que vous faisiez entre les trois grands ensembles sociaux, c'est-à-dire la partie basse de la classe moyenne, le secteur protégé, le secteur travailleur protégé, le secteur non protégé. Je suis d'accord avec cette description, mais je crois que ce qu'il faut en conclure, c'est que précisément, c'est certainement pas la dimension syndicale des mouvements qui peut les unifier tous les trois. Je suis d'accord là-dessus. Donc, pour les unifier tous les trois, il faut une idée politique, il faut une idée stratégique. C'est-à-dire quand vous avez des configurations sociales comme ça qui sont diversifiées, ce qui les unifie, ça n'est jamais quelque chose qui est enraciné dans le seul statut qui est le leur. C'est quelque chose qui va au-delà de ce statut. C'est ce que Marx disait en disant, dans les mouvements, l'important, c'est toujours que le communisme soit porteur d'une vision stratégique de la chose. Et alors, il me semble que cette vision stratégique, dans la situation présente, c'est cela qui est le point faible. Nous sommes d'accord là-dessus. Et donc, il faut une organisation politique, ou des organisations politiques, pour le soutenir, puisque précisément, ça ne peut pas être des organisations qui sont des organisations représentatives de tel ou tel des trois segments de la société. Donc ce sont des organisations qui vont traverser de façon diagonale l'ensemble social dans sa complexité. Et elle ne peut le faire
dans la liaison entre une idée ou des idées générales accessibles à tout le monde et un programme qui est, lui, diversifié, c'est-à-dire qui situe chacun des groupes dans le mouvement général qui est proposé. Et moi, je pense que, donc, ça, c'est l'organisation de type parti, disons-le, voilà, bon, de type parti ou peut-être de parti à revoir, et que, à vrai dire, je pense que ce à quoi il faut travailler principalement dans les mouvements, c'est moins à la singularité de leur objectif négatif, qui est le propre, en effet, du parasyndical, mais c'est précisément à ce point-là, c'est-à-dire au point de ressusciter dans ce pays une alternative politique intégrale au dispositif existant. Et je pense que pour faire cela, il est très difficile de le faire en coopérant d'une façon ou d'une autre à ce qui est en réalité un système d'instruments de la stratégie dominante, c'est-à-dire de l'orientation dominante. Voilà. C'est pour ça que je suis soupçonneux à l'égard de l'entrisme syndical, pour l'appeler par son nom, et encore bien plus de l'entrisme parlementaire, et que je pense que les tâches que vous indiquez peuvent parfaitement être effectuées dans l'ensemble des mouvements sociaux existants par des gens qui, fondamentalement, sont des militants de parti, c'est-à-dire des militants porteurs du principe général et de ses investissements et de ses applications dans les différentes situations concrètes. Et que je ne suis pas sûr que ça... mon expérience est que ça peut se faire, ça, lorsqu'on est en état de créer des noyaux, des cellules, des choses comme ça, à l'intérieur des institutions ou des mouvements, sans avoir à opérer la médiation tentante et dominante du syndicalisme d'un côté et de l'élection parlementaire de l'autre. C'est notre seule divergence. Les buts étant les mêmes. Vous ne m'avez pas répondu sur quelle était votre méthodologie pour le faire, en dehors si ces salariés, ces ouvriers sous contrôle des directions syndicales ne vous suivaient pas déjà depuis l'intérieur, comment elles allaient accepter de vous suivre à l'extérieur? Mais parce que ça va être la nature de la proposition que vous leur faites, y compris en temps statique et pas seulement en temps de mouvement. Oui, mais la propagande, c'est une chose, mais après, la réalité objective et le niveau de conscience de la classe ouvrière à ce moment-là, elle est tout autre. Vous êtes chargé de le transformer. Oui, mais moi, je suis d'accord, mais le problème, c'est que moi, je veux bien discuter s'il y avait 1 million de militants marxistes dans ce pays-là. Le problème, c'est que les militants révolutionnaires... Du point de vue de la vision stratégique et la vôtre, vous êtes obligé de souhaiter qu'il y en ait 1 million. Oui, je vais vous donner déjà... quand même. Oui, j'aimerais, je m'y attache. C'est pour ça que je considère que la grève en elle-même, c'est pas suffisant, et que notre rôle aussi, et mon rôle à moi, c'est d'essayer de donner une boussole politique aux différents camarades avec lesquels c'est de lui que nous parlons. Je pense que c'est aussi ce qui fait que je suis là. Moi, je pense que le fait même d'être présent dans cette émission-là et de discuter montre très bien qu'on peut être un militant syndical engagé et qui respecte le syndicalisme, mais tout en opposant une proposition concrète. Sinon, il faut me citer quels sont les militants syndicaux ou les dirigeants syndicaux qui parlent de bureaucratie syndicale. Moi, personnellement, j'en connais pas, ou très peu, ou en tout cas de manière médiatique. Il y en a quasiment aucun qui ose dénoncer la bureaucratie syndicale. Moi, je vais prendre par exemple un camarade, Jean-Pierre Mercier, qui est chez Lutte ouvrière et qui est un des 4 grands noms de la CGT. Je l'ai jamais entendu critiquer Philippe Martinez dans un média. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi le niveau. Ça, moi, je considère qu'il y a entrisme. Moi, personnellement, je ne fais pas de l'entrisme. L'entrisme, ça viserait à dire justement, on reste terré, on fait notre petite tambouille en interne de manière quasi anonyme, et en fait, on continue à avancer, à placer ses jalons. Moi, je suis au contraire très clair, c'est-à-dire que je construis l'outil syndical, mais en même temps, je dirais, camarades, je ne suis pas complice de votre stratégie lorsqu'elle envoie la classe ouvrière dans le mur. Et notamment sur votre proposition d'essayer de faire des choses ad hoc, je vais vous donner un exemple. Sudrail. Sudrail, ça vient de la scission de la CFDT. Moi, j'ai des camarades de Sudrail, certains parmi les plus anciens, qui considèrent qu'il aurait peut-être fallu mieux batailler dans la CFDT, d'essayer de voir comment il était possible de nettoyer de sa direction réformiste, en fait, à ce moment-là, plutôt que de faire quelque chose d'ad hoc. Ce qu'on peut dire, c'est que Sudrail reste un succès aujourd'hui. C'est un syndicat où il y a peut-être, je crois, environ 15 000 adhérents, qui est 3e organisation syndicale en l'espace de 20 ans à la SNCF. On peut le dire. Sauf que
regardons le succès de Sudrail de côté, mais regardons la CFDT, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et la CFDT, aujourd'hui, c'est le premier poison, justement, de la classe ouvrière, aujourd'hui. Parce que la CFDT, c'est le joker de l'ensemble des gouvernements. C'est lorsqu'on vous dit, ah oui, ça c'est la CGT, ne faites pas attention à CGT Sudrail, regardez la CFDT, ils sont beaucoup plus intelligents et beaucoup plus clairvoyants et c'est vers eux qu'il faut suivre. Ah, la CFDT est devenue premier syndicat, la CFDT a plus d'adhérents. C'est-à-dire que le fait même, d'un côté on peut se satisfaire de ce qu'est aujourd'hui Sudrail, d'être un syndicat combatif, etc., qui revendique aussi un esprit lutte de classe et autres, mais de l'autre côté on ne peut pas banaliser le fait même d'avoir dépossédé un syndicat de l'ensemble des militants les plus combatifs vers l'extérieur et de le laisser uniquement avec celles et ceux qui avaient envie de continuer à négocier la régression sociale. Et aujourd'hui, on voit à quel point il est le poison. Et moi, je pense qu'Alain Badiou, si vous mettiez à l'œuvre ce dont vous pensiez, c'est-à-dire d'essayer de faire des choses ad hoc, je pense que vous arriveriez pas à vous débarrasser de la CFDT et qu'elle continuerait à avoir le contrôle. Parce que même avec le niveau de compromission aujourd'hui, et ce que tout le monde voit sur la question de l'âge pivot, combien d'adhérents de la CFDT ont quitté ? Pourtant, je ne considère pas qu'ils soient bêtes ou qu'ils n'aient pas compris. Je considère que simplement, ils continueront à suivre parce qu'ils voient que le contrôle de leur appareil et la proposition de leur appareil, en fait, leur va bien. Parce que pour eux, ça va de négocier des petits bouts de chandelle par-ci, par-là. Vous voyez vraiment dans la lutte était déjà parti depuis longtemps. Vous voyez bien que ça relève de la conception générale, ça. C'est-à-dire, ils acceptent tout simplement, dans la forme que vous disiez, ils acceptent l'ordre social tel qu'il est. C'est ça le point. Oui, mais on ne peut pas le dépasser. En tout cas, moi, je considère qu'on ne peut pas le dépasser avec des mais vous circuits. Ne dépassez pas non plus depuis l'intérieur de la CFDT. C'est pas votre idée. On le dépasse pas non plus de l'intérieur de la CFDT, quoique la CFDT aujourd'hui a un rôle très différent par rapport à ce qu'elle a pu être, ne serait-ce qu'à l'époque de l'IP, etc., de la grève de l'IP et de ce qu'était encore la présence de militants de la CFDT qui aujourd'hui ont créé Sud ou ont créé Solidaire. C'est totalement différent. Mais je considère comme la position de Trotsky au moment de la scission de la CGT, où il considérait que justement il fallait empêcher les réformistes de la CGT, parce que la question était aussi autour de la guerre, d'aller défendre la patrie, en disant les camarades, en fait, les révolutionnaires doivent continuer à rester là-dedans, parce que sinon, en fait, vous croyez que vous allez embarquer tout le monde. Le résultat était qu'au final, c'est l'appareil de la CGT qui est resté fort et qui a permis, notamment au gouvernement bourgeois, d'envoyer des travailleurs, des prolétaires à l'abattoir. Et justement, que le rôle aurait été différent. Mais après, je pense qu'on ne peut pas refaire l'histoire, mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que même lorsqu'on est syndiqué, on peut mener aussi une bataille à l'intérieur des syndicats sans être en entrisme, sans être ni complaisant ni autre, mais dans lequel on peut faire changer les choses, on peut les bouger et on peut être militant révolutionnaire, être syndiqué, appeler également, comme nous on le fait, à faire des coordinations avec d'autres secteurs pour casser le corporatisme, pour essayer de construire des liens et des ponts ailleurs, et puis également faire de la politique et politiser les gens. Et moi, je vois que j'ai des camarades qui me disaient, ils avaient fait la révolte des banlieues en 2005, qui aujourd'hui sont en train de lire Où va la France de Trotsky. Enfin, moi, je me satisfais de ça, mais ça, c'est du fait d'avoir des camarades qui vous parlent du rôle de la bureaucratie syndicale, vous parlent du rôle de... On ne se bat pas uniquement pour la réforme des retraites, et c'est vrai que la question de Macron, ce n'était pas uniquement Macron. Mais lorsque je disais poser la question de la démission de Macron, c'est parce que je suis intimement convaincu au fond de moi que quelqu'un qui posera la question de la démission de Macron, c'est-à-dire en réalité la bourgeoisie, ce qui représente aujourd'hui la pointe avancée de la bourgeoisie, en tout cas en France, et de son rôle de précarisation du mouvement ouvrier, indirectement, il pensera à quelle société pour demain. Et aujourd'hui, on le voit dans cette grève de la RATP et de la SNCF, beaucoup ont cassé le corporatisme en disant « moi, je ne me bats pas que pour moi ». Je ne me bats pas que pour toi, je me bats pour les générations futures. Parce que je ne veux pas être, il y a une phrase magnifique d'un camarade qui disait « je ne veux pas être la génération qui sacrifie les générations futures ». Et dans cette question-là, peut-être qu'il ne dit pas révolution, peut-être qu'il n'est pas avec le drapeau rouge et qu'il dit il faut instaurer le communisme. Mais lorsque moi j'entends d'un camarade pour qui c'est la première lutte, il faut se battre pour les générations futures, peut-être ça va prendre 2 mois, 3 mois ou peut-être 6 ans. Comme tu disais, 6 mois ou 6 ans tout à l'heure, peut-être ça prendra 6 ans, mais quelqu'un qui commence déjà une lutte en parlant de sa préoccupation des générations futures est in fine, à un moment donné, en train de se poser. On disait un truc sur les gilets jaunes, et si j'ai 2 minutes...
2 minutes. Si j'ai 2 minutes sur les gilets jaunes. La soirée touche à sa fin, nous avons beaucoup débordé. Bon, c'est pas très grave, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien du tout, c'est l'avantage Non, des mais il y a médias quand même indépendants. il y a quand même un théâtre. Ok, ça marche. Juste 2 minutes pour pas faire long. Françoise Fressos, qui est éditorialiste au Monde, elle disait une chose intéressante sur le mouvement des Gilets jaunes au début. Elle disait qu'il y a une particularité du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il parle des riches, qu'il parle de l'oligarchie, de la bourgeoisie, mais il ne cite jamais le patronat. Et elle disait que c'était particulier, en fait, qu'il y avait une forme de lutte de classe, mais qu'on n'attaquait pas le patronat. Ça a changé assez vite. Et voilà, ça c'était au début, en fait, parce qu'on disait justement qu'il y avait beaucoup de petits patrons et qu'ils avaient une attitude conservatrice, en fait, en disant nous, on est avec vous, on est gilets jaunes aussi, et que du coup, on est tous un peu le peuple et laissez les patrons tranquilles, il y a des bons et des mauvais. Mais aujourd'hui, on voit le bon qu'ont fait les gilets jaunes. Enfin, quand vous entendez, et il faut savoir que le « on est là » pour l'honneur des travailleurs, ce sont les cheminots, on était 300 cheminots le 24 novembre qui avons écrit cette chanson, en fait. Et cette chanson, au-delà du slogan, mais lorsqu'on disait que ce sont des fachos, que ce sont des petits patrons, moi, excusez-moi, mais les fachos et les petits patrons, ils ne chantent pas « on est là, même si Macron ne le veut pas, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur ». C'est-à-dire qu'on a, à travers un slogan, enfin, petit patron et quelqu'un d'extrême droite se bat pas, je pense qu'on peut être d'accord sur ça, Alain Badiou, que les fascistes ne se battent pas pour l'honneur des travailleurs. Ils n'en ont rien à faire. À la limite, ils diraient pour l'honneur de la patrie ou autre, mais ils ne se battraient pas pour... C'est tout à fait inexact, hélas. Chez les nazis, il y a eu une promotion effective de la catégorie d'ouvriers comme telle. C'est fort probable. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, de ce cheminement-là, en fait, des gilets jaunes qu'on disait citoyennistes, le peuple, etc., on voit aujourd'hui à quel point ils font même grève et qui luttent et qui font grève dans la semaine et qui réclament en fait que les ouvriers aussi puissent venir lutter avec eux le samedi et autres, de commencer à avoir des revendications qui sont de plus en plus des revendications de classe autour des salaires, autour de l'expropriation. Mais bien sûr, mais ils ont déteint sur nous de bonne manière, c'est-à-dire quand on parlait d'effet gilet jaune, on peut se satisfaire de ça, en fait, de voir qu'il y a une radicalité aussi de plus importante, en fait, de la base, que les gens, en fait, on disait après les gilets jaunes, qui pourra poser encore un parcours de manif, mais comme quoi le contrôle des syndicats, il revient aussi et il est important et qu'on arrive à remettre, à faire fi du passé très rapidement, mais ils nous ont laissé, en fait, ce lien-là, en fait, d'essayer de se battre pour plus que ça. Et cette dimension-là, elle va continuer aujourd'hui de plus en plus. Comme Nuit debout, à l'époque de 2016, posait la question de la loi El Khomri et son monde. Ok, on ne dit pas la révolution, mais lorsqu'on dit la loi El Khomri et son monde, voilà, on entend aussi derrière qu'on a envie de remettre en cause la question de la bourgeoisie et de la question de cette société, en fait. Je voudrais que les choses soient moins souvent derrière, voilà. Que remettre en question le capitalisme, remettre en question la bourgeoisie, l'avenir communiste, etc., on en parle davantage. J'espère. Comme vous le savez, Macron a toujours été le nom dans cette affaire d'autre chose, et je le dis à l'auteur de quoi Sarkozy est-il le nom. Bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette discussion. Avant d'achever cette soirée, je tenais à dédier cette émission justement aux salariés de la RATP actuellement qui sont menacés dans les dépôts de Vitry et de Flandre à Pantin. Nous pensons à eux. Ils sont actuellement convoqués pour un conseil de discipline qui aura lieu les 5 et 6 mars prochains. J'invite tout le monde à se mobiliser sur les lieux de ces conseils de discipline. Je voulais dire donc ce soir à Alexandre, Patrick, Yacine, Ahmed et François que nous sommes là, que nous ne lâchons pas l'affaire, que ce qui se passe aujourd'hui de sordide dans les dépôts nous regarde tous. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je remercie bien sûr le Théâtre de la Commune de nous avoir accueillis une fois de plus. Vous avez suivi ce soir Contre-courant sur le site qg.media et sur le site du Théâtre de la Commune.